Bien, alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir donc, au Palais des Beaux-Arts pour cette conférence dans le cadre de Cité Philo, consacrée donc à l'œuvre de Philippe Petit, et enfin plus précisément au livre qui s'intitule Républicanisme, une théorie de la liberté et du gouvernement. Donc, pour traiter ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir messieurs Patrick Savidan et Jean-Fabien Spitz. Alors, je prendrai la parole quelques minutes afin de vous présenter, la conférence et puis un petit peu le thème et l'auteur en question. Puis ensuite, je laisserai la parole donc, à nos deux intervenants. On commencera par vous, M. Savidan, peut-être, et ensuite M. Spitz. Et enfin, on essaiera d'avoir un débat. On aura une discussion donc, avec la salle en fin de séance. Je rappelle, M. Savidan, que vous êtes professeur de philosophie politique à l'Université de Poitiers, vous êtes directeur de la revue Raison Publique et vous êtes également président de l'Observatoire des inégalités. Vous avez publié notamment, je cite, La République ou l'Europe, aux éditions du Livre de Poche, Repenser l'égalité des chances chez Hachette, ou Voulons-nous vraiment l'égalité, qui se trouve d'ailleurs, si j'ai bien observé, sur le présentoir, chez Albin Michel. Monsieur Jean-Fabien Spitz, vous êtes professeur à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et vous avez notamment publié La liberté politique, essai de généalogie conceptuelle, Le moment républicain en France, ou encore Le mythe de l'impartialité, les mutations du concept de liberté individuelle dans la culture politique américaine. Et j'ai vu qu'il y a un petit livre dans la collection Bien Public, Le Bien Public, sur Petit, qui figure également sur le présentoir au-dessus. Voilà. Et enfin, je rappellerai que vous êtes tous les deux, messieurs, donc les traducteurs de l'ouvrage qui nous réunit ce soir, donc de Philippe Petit, qui a été publié en 2004 chez Gallimard dans la collection NRF Essai, sous le titre donc Républicanisme, une théorie de la liberté et du gouvernement. Ce qui est la traduction du titre anglais, pardon d'avance pour la mauvaise prononciation, Republicanism, Theory of Freedom and Government, paru initialement aux presses universitaires d'Oxford à New York en 1997. C'est donc ce soir une sorte d'anniversaire, 20 ans plus tard, concernant donc cet ouvrage et sans doute également ses suites, sa réception et la discussion qu'il a ouvert. Alors, en ce qui concerne l'œuvre de Philippe Petit, vous aurez largement l'occasion de nous en parler. Je ne prétends pas du tout présenter ici son travail, mais bon, c'est un auteur qui, me semble-t-il, n'est pas très connu en France du grand public. Alors, son ouvrage, en particulier Républicanisme, est, me semble-t-il, à ce jour, son ouvrage le plus connu, celui qui a eu le plus d'écho, et qui a, en effet, ramené sur le devant de la scène, mais il y a beaucoup d'autres publications l'ont fait également, cette discussion autour de ce qu'on appelle donc le républicanisme, la pensée républicaine dans le monde anglo-saxon, mais aussi effectivement en France. Alors, je rappellerai quelques points concernant à la fois cette pensée et l'apport spécifique de Petit. L'enjeu principal du livre de Petit, c'est, disons, pour aller à l'essentiel, et comme le titre l'indique aussi, c'est de repenser la notion de liberté dans le cadre de ce qu'on appelle la tradition de pensée républicaine ou républicaniste. On peut dire aussi néo-républicaine, une tradition de pensée qui a été ouverte dans l'après-guerre par des penseurs comme, par exemple, Hannah Arendt, John Pocock, Quentin Skinner, et dont vous êtes également, messieurs, des représentants, ou en tout cas vous inscrivez, me semble-t-il, aussi dans cette tradition de pensée. Alors, en ce qui concerne Petit, disons qu'il infléchit en quelque sorte la discussion et la réflexion sur ce concept de liberté en essayant de le redéfinir dans le sens de ce qu'il a nommé, comme vous le savez peut-être, la non-domination, qu'il oppose au concept libéral, disons, qualifié par lui de non-interférence. Enfin, c'est-à-dire, il oppose une conception libérale de la liberté comme non-interférence à une conception républicaine de la liberté conçue comme non-domination. Je citerai la préface dans l'édition française. Donc, Petit lui-même écrit « L'idéal de liberté comme non-domination constitue l'élément central de la reconstruction que je donne du républicanisme. C'est cet idéal qui distingue le républicanisme du libertarisme et des autres formes du libéralisme, ainsi que des doctrines plus communautariennes ou populistes. Cet idéal est distinct en ce sens qu'il est à la fois socialement radical et politiquement progressiste.
Il est socialement radical de par son rejet de toutes les formes d'assujettissement. Cet idéal est également progressiste sur le plan politique parce qu'il ouvre à la possibilité d'un État qui soit plus que simplement minimal, c'est-à-dire qui puisse prélever des impôts et contraindre des individus sans être pour autant considéré comme une présence arbitraire et dominatrice. Alors, sans rentrer dans la technicité du débat et de la définition, je prendrai un exemple simple, inspiré directement d'ailleurs de Philippe Petit. Lorsqu'un travailleur signe un contrat de travail avec un employeur, il est supposé libre dans la théorie libérale, et cette forme de liberté serait garantie dans le cadre de la relation de travail aussi longtemps que chacun des deux contractants respecte les termes du contrat. C'est-à-dire notamment si l'employeur n'exerce pas de contraintes ou de pression sur son employé qui serait explicitement contraire aux termes du contrat. Donc selon la théorie libérale, l'employé serait supposé libre tant que son employeur, par exemple, s'abstient d'interférer, pour reprendre le terme de Petit, dans la vie de son employé d'une façon abusive, c'est-à-dire en allant au-delà de ce que le contrat l'autorise à faire. Rappelons au passage qu'un contrat de travail stipule toujours qu'il existe un lien de subordination entre un employeur et son employé. Or, selon la théorie républicaniste donc défendue par Petit, cette définition de la liberté comme non-interférence, que l'on peut qualifier de négative, en référence à la célèbre distinction du penseur Isaiah Berlin entre liberté négative et liberté positive, cette définition de la liberté donc, ne serait pas suffisante ni satisfaisante. Ainsi, la liberté comme non-domination est plus exigeante. Elle requiert des conditions et des garanties supplémentaires. Il ne suffit pas que l'employeur s'abstienne d'exercer des contraintes ou des pressions abusives pour que son employé soit dit libre. Mais il faut en outre, par exemple, que l'employé puisse participer, le cas échéant avec d'autres, à une action collective pour protester contre ces conditions de travail s'il les estime injustes. Donc, par exemple, en exerçant ce qu'on appelle le droit de grève. Donc, la non-domination, ici, on le voit, contredit la non-interférence, puisque l'action collective des travailleurs interfère avec la volonté libre de l'employeur, et ainsi, Petit estime que certaines interférences peuvent être légitimes dès lors qu'elles visent à corriger une situation de domination et à rétablir la liberté comme non-domination. Autrement dit, Petit déplace le curseur. Le libéralisme, finalement, met l'accent sur l'opposition entre l'interférence et la non-interférence, la liberté étant définie comme non-interférence. Or, dans la pensée républicaniste telle que Petit la conçoit, ce qui est privilégié, c'est la distinction entre les interférences légitimes et les interférences dites arbitraires. Donc il y a un déplacement, évidemment, qui s'opère ici et qui serait le geste spécifique de la pensée républicaine au sens où l'entend Philippe Petit. Autrement dit, un État républicain est un État qui ne se limite pas à préserver la liberté des individus par rapport aux abus de pouvoir potentiels de l'État, mais c'est un État qui veille en outre à préserver la liberté des individus les uns par rapport aux autres au sein de la société, en interférant si nécessaire dans la liberté de chacun pour empêcher que ma liberté puisse empiéter sur celle des autres ou réciproquement. La liberté républicaine n'est donc pas seulement négative, elle ne se borne pas à garantir l'action individuelle dans la sphère privée, mais elle revêt un caractère positif, public et politique qui requiert l'existence et éventuellement l'intervention ou l'interférence de l'État. L'action coercitive de l'État peut se justifier dans certains cas lorsqu'il s'agit de combattre une forme de domination économique ou sociale. Bien, alors pour conclure ce bref propos introductif, je rappellerai que la thèse de Petit est donc une thèse tout à fait originale, féconde, dans le sens où elle s'inscrit à la fois dans une tradition, mais où elle la renouvelle également. Mais bien entendu, cet ouvrage a suscité une discussion au travers de laquelle ont émergé également un certain nombre de difficultés, de contradictions et de critiques. Donc, on aura peut-être l'occasion, certainement, j'espère, d'en parler tout à l'heure. Et nos intervenants, certainement, mettront aussi en avant cet aspect de la réception et de la critique de l'ouvrage. J'esquisserai simplement ici, pour clore mon propos avant de laisser la parole, deux questions qui sont susceptibles d'être adressées à Petit, à son ouvrage et à sa thèse, et donc aussi à nos deux invités. Deux directions qui partent en quelque sorte dans deux directions opposées, paradoxalement. La première, est-ce que Petit n'a pas un petit peu trop tendance finalement à réduire le libéralisme classique à une conception purement négative de la liberté, qui serait d'ailleurs fortement inspirée de l'interprétation qu'en donne Isaiah Berlin? Après tout, un penseur comme Tocqueville, par exemple, s'inquiétait lui aussi des dangers potentiels inhérents au reflux de la participation politique des citoyens. Donc, ça, c'est une première question. Et la deuxième question, en sens opposé, Petit n'est-il pas prisonnier, si j'ose dire, d'une conception, somme toute, très libérale du républicanisme, en un sens peut-être proche de ce
Quentin Skinner, dans la mesure notamment où il semble s'écarter, voire s'opposer à une autre tradition de pensée républicaniste qu'on appellerait humaniste civique, une tradition de pensée qui trouve son inspiration dans la Renaissance, enfin Leonardo Bruni, Nicolas Machiavel. La tradition de l'humanisme civique aurait nourri un courant de pensée remis au goût du jour par des penseurs contemporains comme Hannah Arendt ou John Pocock, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et donc selon lesquels la liberté pourrait et devrait se définir avant tout non seulement comme non-domination, mais aussi de manière encore plus positive comme participation à la vie publique et politique, en permettant ainsi à l'homme, défini à la manière aristotélicienne comme animal politique, de réaliser son essence et sa vertu. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci pour cette invitation, merci pour la présentation qui déjà couvre un certain nombre d'éléments de discussion. Donc de ce point de vue-là, on peut aussi avancer un petit peu plus vite, sachant que, peut-être une petite remarque préliminaire avant de commencer, donc, mon propos va être moins marqué par le souci de catégoriser les différentes prises de position de Philippe Petit au regard de la tradition, que d'essayer de faire ce que je comprends être usage d'une des catégories de Petit, qui est la catégorie de la liberté comme non-domination, par rapport à des problèmes qui, dans mon propre travail, m'importent pas tout particulièrement, c'est-à-dire la question des injustices sociales, qu'elles prennent la forme d'inégalités économiques ou culturelles ou autres. Et c'est dans ce contexte-là qu'éventuellement je serai amené à évoquer les points que vous avez mentionnés. Et donc, en fait, je suis reparti de la présentation qui avait été donnée de la table ronde aussi, qui interrogeait notamment le républicanisme en tant que manière la plus ancienne de penser la liberté politique. Et je me suis dit que finalement, pour moi, aujourd'hui, ça pourrait être intéressant, j'espère aussi pour vous, en tous les cas pour la discussion qu'on pourrait avoir à ce propos, que ça pourrait être intéressant de se demander dans quelle mesure le républicanisme peut être la manière la plus nécessaire pour penser aujourd'hui la liberté politique, c'est-à-dire au regard des problèmes qui sont aujourd'hui les nôtres, tels qu'ils se trouvent posés par rapport à la question de la mondialisation, les nouvelles formes d'inégalité qu'elle engage, que ça traduit, etc. Et c'est dans ce contexte-là que je vais être amené à m'interroger sur, puisque ça a été aussi un point évoqué, la question de la particularité du républicanisme français. Qui est un grand... Alors Jean-Fabien Spitz a énormément travaillé et a beaucoup lutté pour essayer justement de faire surgir le continent des auteurs français dans cette problématique-là, qui a eu tendance à se construire un petit peu sans nous dans un premier temps, Pocock, Skinner, etc. Passer de l'Italie à l'Angleterre et aux États-Unis et oublier un petit peu les auteurs français. Alors Philippe Petit, pour des raisons qui sont notamment liées à une certaine manière de comprendre le travail de Jean-Jacques Rousseau, dont on pourra peut-être éventuellement parler si vous le souhaitez. Alors, la question, je me la suis posée dans ces termes. Est-ce qu'il y a véritablement une spécificité du républicanisme français et s'il en est une, quelle est-elle d'une certaine façon? Alors, j'ai pris la question en toute naïveté et j'ai voulu essayer d'y répondre de la manière la plus simple. Il m'a semblé qu'on ne pouvait pas dire qu'il y avait une spécificité du républicanisme français au sens où toutes les doctrines, d'une certaine façon, le sont, dans la mesure où elles ont toutes une certaine manière de s'acclimater dans un contexte de réception qui va leur apporter des inflexions, des correctifs, des développements particuliers, tout cela en raison de leur histoire, des rapports de force sociaux, politiques et économiques qui président à leur formation. Ce qui revient à dire qu'en un sens, le républicanisme français n'est pas plus spécifique que ne l'est le républicanisme américain, pas spécifique donc précisément parce que tous les régimes le sont à leur manière. Alors si on s'intéresse par ailleurs au corps d'idées rassemblées sous l'appellation républicanisme et non plus à son histoire et à son identité politique et institutionnelle, est-ce qu'on peut alors parler dans ce cas d'une spécificité du républicanisme français ? Pas davantage, me semble-t-il, parce qu'il existe non pas un, mais une multitude de républicanismes en France dont il faudra en outre s'employer à décider ce qui serait en eux français, européen, grec, romain ou italien, ou bien encore euro-atlantique. Et pour reprendre la référence à Tocqueville qui vient juste d'être faite, je crois que les pensées politiques de Rousseau et de Tocqueville sont très différentes l'une de l'autre, très clairement, et pourtant on voit assez bien comment nous pourrions faire de ces deux auteurs des lectures tout à fait républicaines à certains égards. Alors comment passer de cette diversité de républicanisme à l'unité d'un républicanisme français entendu comme forme politique ? Parce que quand on parle d'idées de république, on voit bien que ça fait résonner en nous un certain nombre d'idées, un certain nombre de réflexes aussi.
Et je crois qu'il y a un moyen assez simple de l'envisager qui consisterait à dire que le républicanisme français, tel qu'on l'entend le plus communément, correspond à un ensemble d'erreurs françaises exprimées par des responsables politiques, des éditorialistes, des commentateurs de la vie politique, des leaders d'opinion sur le sens du républicanisme. Alors pour essayer d'établir cette idée-là assez simple, qu'il y aurait une spécificité du républicanisme français tel qu'on le pratique communément, au sens où nous aurions tendance à produire certaines erreurs spécifiquement françaises, il faut bien sûr dire quelques mots d'abord de ce qu'est le républicanisme, et de manière très lapidaire et sommaire, je vous prie de m'en excuser. Donc au risque de simplifier à l'extrême, je caractériserai cette tradition à partir de deux idées forces qui ont d'ailleurs évolué historiquement, par exemple notamment au regard de la démocratie. Toutes les doctrines républicaines n'ont pas été des doctrines démocratiques, et donc tradition qui a pu être recouverte ponctuellement, mais qui n'a jamais complètement disparu, même au plus fort de la vague néolibérale que l'on connaît, et qui continue d'ailleurs de déferler. Selon cette vision, il ne suffit pas de définir la modernité politique en invoquant l'invention des droits individuels et la thématisation des limites du pouvoir souverain. À cette tentation, on peut opposer en premier lieu la réaffirmation politique de l'idée de vertu, les notions de civisme et de bien commun telles qu'elles s'articulent, notamment dans un idéal d'égale liberté défini par l'absence de domination. Ce en quoi, vous voyez, que j'associe très étroitement ce qu'on peut être amené à distinguer à juste titre par ailleurs, c'est-à-dire un humanisme civique et puis par ailleurs les tenants d'une liberté comme absence de domination. Je précise qu'ainsi conçue, la liberté républicaine appelle nécessairement une conception radicale de la démocratie. En effet, il n'y a pas de liberté républicaine si les individus qui sont gouvernés par une instance ne peuvent pas exercer sur cette instance le niveau de contrôle suffisant qui permette de l'orienter. Il faut donc que les citoyens disposent sur un pied d'égalité de la même capacité à peser sur l'exercice du pouvoir. Et c'est à partir de là que l'on peut sans incohérence identifier, dénoncer, prévenir les formes de corruption au sens très général de dévoiement qui peuvent reconduire la République comme démocratie aux diverses formes d'oligarchie qui en constituent l'horizon menaçant le plus constant. En second lieu, et il s'agit là d'une idée exprimée avec force et constance par Rousseau, il convient de ne pas en rester à la simple affirmation des droits et des libertés individuelles. Il faut encore se soucier de la valeur de ces droits et de ces libertés, presque entendu au sens de la valeur d'usage, c'est-à-dire quelle est notre capacité réelle à être libre et à activer ces droits. Autrement dit, il faut se défier des inégalités économiques et sociales qui ont toujours pour effet de produire des effets de domination et de corrompre le droit en le faisant basculer dans le camp des plus puissants. De la tradition républicaine ainsi comprise, on peut donc inférer la nécessité d'assurer les bases matérielles de la liberté. L'égalité formelle des droits ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas non plus se contenter d'une approche qu'on dit parfois suffisantiste des questions de justice sociale. Le problème n'est pas simplement que tout le monde ait assez, mais il faut en outre que personne n'ait rien de trop. L'expérience le démontre. En effet, de ce trop naissent toujours les inégalités politiques qui entraînent ensuite l'accroissement exponentiel des inégalités sociales et des inégalités économiques. La pensée républicaine ne saurait donc laisser en l'état la définition de la propriété et la question de ses usages. Or, c'est là un type de problème que l'on ne saurait aborder dans une sorte de vacuum éthique, une vision purement procédurale de la justice qui serait surdéterminée par le seul souci de préserver des droits individuels, envisagés comme étant complètement indépendants du système social. Il y a un lien interne, autrement dit, entre la réduction des inégalités socio-économiques, la lutte contre la dégénérescence oligarchique de la démocratie et l'entretien des formes de civilité qui animent l'idée de liberté comme non-domination. Voilà donc très rapidement et sommairement une certaine caractérisation de ce que je comprends être l'esprit du républicanisme. Et au regard de cette caractérisation, alors quelles sont les erreurs dont je disais qu'elles sont spécifiquement françaises ? Spécifiquement françaises au sens où elles ne sont pas défendues de la même manière dans les pays étrangers qui ont une référence plus ou moins marquée à la notion de république et à cette doctrine. Le mot république en France est immanquablement, vous le savez, et spontanément quasiment associé à l'idée de laïcité, elle-même rabattue sur une exigence d'impartialité, de neutralité éthique qui est jugée seule en mesure de garantir l'égalité formelle, le progrès des Lumières et la paix sociale. C'est pourquoi d'ailleurs en France, l'idée de république a été servi de véhicule à une lutte constante contre les particularismes culturels et le souci de contenir, voire d'éradiquer, les demandes de reconnaissance lorsque celles-ci étaient animées par un sentiment d'identité collective. Ce langage a paradoxalement eu pour effet de couper l'idée de république en France de ce qui fait le dynamisme et assure la pertinence du républicanisme euro-atlantique, à savoir la conscience que l'éthique ne saurait être étrangère à la politique et qu'il ne saurait être question de républicanisme sans une vision un peu déterminée, évidemment sujette à critique et à reformulation, du bien commun.
Cela ne signifie pas que le républicanisme institutionnel français se prive de toute ressource éthique, mais qu'il se met, en niant ce rapport à un ensemble de valeurs très substantielles parfois, il se met en position de ne plus pouvoir interroger de manière critique celle dont il est tributaire. Selon une deuxième ligne de force, l'idée de république, sans doute au travers d'une articulation assez lâche à l'idée de chose publique, a été associée en France à l'idée de service public. L'idée et l'espoir de pouvoir, par son entreprise, garantir l'égalité de traitement dont on a fait parfois le ressort principal de la justice est quelque chose de très enraciné dans la mentalité républicaine française. Nous savons cependant que l'attachement au service public ne suffit pas à garantir la justice des rapports sociaux. On peut même objectiver assez aisément les injustices que le service public laisse subsister et qu'il contribue même à légitimer, je pense tout particulièrement à l'exemple de l'école publique, ainsi que les injustices qu'il entraîne parfois lorsqu'il a parfois tendance à se traduire en termes ou se manifester sous la forme d'un corporatisme. Bref, nous sommes surtout spécifiques dans l'acharnement que nous pouvons avoir à maintenir une vision relativement fausse du républicanisme. Je veux dire par là, en tous les cas très isolée, je veux dire par là qu'il y a une fixité de l'idée de république en France qui est une fixité de certaines erreurs que l'on ressasse, auxquelles on s'accroche, aussi pour des raisons qu'il faut prendre au sérieux, qui tiennent à l'inquiétude des insiders de voir ce monde, leur monde, se défaire. Heureusement, la scène française n'est pas animée que par ces erreurs. Il y a des chercheurs, dont Jean-Fabien Spitz, qui travaillent à dénouer ces crispations. Et il y a aussi des collectifs militants qui les relaient, parfois sous d'autres dénominations d'ailleurs, et ce n'est pas bien important. Ce dénouement passe par la réaffirmation, je crois, ou le dévoilement de ce que le républicanisme, comme philosophie politique contemporaine, peut offrir de distinctif dans le monde qui est le nôtre. À savoir, me semble-t-il, là aussi je vais être très sommaire, une hypersensibilité, je crois, tout à fait louable aux problèmes que posent les formes multiples de la domination, celles qui subsistent même lorsque l'on vit dans une société adossée à un ordre constitutionnel qui garantit les libertés et les droits individuels. Au-delà de cette hypersensibilité, je crois qu'il est important de réaffirmer le souci de créer des mécanismes susceptibles d'assurer, de maintenir, de renforcer le pouvoir de contrôle et de contestation des citoyens, notion que j'entends au sens très large. C'est un sens d'ailleurs que Philippe Petit reprend non pas reprend à son compte, mais que moi je reprends de Philippe Petit, c'est-à-dire non pas simplement pour désigner ceux qui peuvent se prévaloir de la nationalité, mais tous ceux qui entrent dans la catégorie des résidents permanents. Souci qui resterait purement formel et stérile si l'on ne se préoccupe pas dans le même temps de réduire drastiquement les inégalités et de garantir la justice des modes d'articulation, de circulation dans l'espace social et économique. Mais tout cela n'est concevable que si l'on accepte que l'idée de république ne se joue pas légitimement que dans notre capacité à reconduire des arrangements institutionnels et intellectuels du passé, qu'elle est autrement dit plastique et peut à ce titre prendre d'autres formes, mais qu'elle le doit même si par son entremise, nous voulons pouvoir résoudre les problèmes qui sont les nôtres et qui ne sont pas, autrement dit, les problèmes du XVIIIe siècle, du XIXe ou du XXe siècle. Si l'on accepte cette idée, on ouvre, je crois, considérablement l'espace de la discussion publique. Si l'on accepte cette idée qu'il y a une plasticité qui est en même temps, bien sûr, vecteur d'incertitude, mais en même temps une très très grande chance pour les républicanismes. Si on accepte cette idée d'une plasticité de l'idée de république et du républicanisme, je crois qu'on peut ouvrir considérablement l'espace de la discussion publique, et on peut l'ouvrir d'autant plus qu'on accepte de considérer que dans cette discussion publique est en jeu des considérations d'ordre éthique. Et on se met alors, à mon avis, en position de bâtir un républicanisme pour gros temps, celui dont nous avons cruellement besoin. Mais il est évident que la tâche est ardue et que les problèmes sont nombreux. J'aimerais, pour conclure, en évoquer un. Ce problème, c'est celui de la tendance oligarchique des sociétés démocratiques. Tocqueville, vous savez, s'inquiétait de voir surgir de la démocratie une sorte de despotisme démocratique qui prendrait tout en charge. La plupart des inquiétudes et la plupart des études qu'on voit aujourd'hui se multiplier sur ces questions tendent plutôt à démontrer que le problème, ce n'est pas tant une question de despotisme, mais c'est un problème d'oligarchie qui est en train de se poser. C'est-à-dire qu'il y aurait de plus en plus dans les sociétés démocratiques ou dites démocratiques une très forte corrélation entre le niveau des inégalités et l'orientation des politiques publiques. Aux États-Unis et pour ce pays, un chercheur de Princeton a mené ce type de recherche précisément. Il a consigné certains de ses résultats les plus frappants dans un ouvrage très remarqué qui ne laisse planer aucune ambiguïté. Très clairement, pour les États-Unis en tous les cas, les riches gouvernent.
Ce qu'il démontre de manière éloquente, c'est que depuis plusieurs décennies, les politiques publiques dans ce pays prennent principalement en compte les préférences des plus privilégiés. On voit ainsi très bien comment ces politiques ont pu dès lors renforcer ces inégalités en un mouvement qui tend à s'alimenter lui-même. La méthode mise en œuvre par ce chercheur est assez simple. Il a pris un bon millier de politiques publiques et il s'est intéressé aux ancrages sociaux de ceux qui y adhèrent. Ce qu'il observe est assez net. Quand les préférences des milieux les plus défavorisés et des classes moyennes divergent de celles des classes privilégiées, elles ne sont pas prises en compte. En revanche, les désirs et les préférences des plus aisés sont systématiquement pris en charge par les politiques publiques. Et ceux des moins favorisés ne sont pris en charge que lorsque leurs attentes correspondent aux plus favorisés. Alors, dans la mesure où les préférences du public, aussi imparfaites soient-elles, sont manifestement suffisamment raisonnables pour constituer le fondement d'une politique démocratique, le fait que la démocratie américaine soit à ce point indifférente aux préférences du plus grand nombre pose un sérieux problème démocratique. Ce chercheur, qui s'appelle Martin Gilens, n'a pas œuvré seul. Il y a tout un ensemble d'études sur ce sujet qui corroborent les résultats qu'il a pu fournir. Et on a fait le même type d'études pour la France et on trouve le même type de résultats. Très clairement, il y a, si on regarde l'évolution des politiques publiques, une tendance très clairement oligarchiste au sens où les politiques publiques sont de nature à favoriser toujours les classes les plus favorisées. Le problème est donc bien l'intense concentration du capital et les inégalités politiques qui en résultent. La question qu'il faut cependant se poser porte un peu plus loin, je crois. Et c'est dans ce contexte-là que je me demande si le républicanisme peut nous être utile ou non. Comment expliquer le pouvoir économique et politique du plus petit nombre ? Comment expliquer que ce pouvoir-là se maintienne, voire qu'il se renforce ? Constater qu'une classe cherche à promouvoir les intérêts de ses membres et du groupe lui-même, c'est une chose. Mais cela ne suffit pas à établir qu'il existe une corrélation entre les préférences des plus riches et les politiques décidées, votées, mises plus ou moins en œuvre. Que font ceux dont les intérêts ne sont nullement pris en compte par ces politiques ? Comment expliquer cette domination du plus grand nombre par le plus petit nombre ? On peut me répondre que cette domination passe par la maîtrise de l'agenda politique, le recours à des outils symboliques, idéologiques, dans un long travail de propagande. Mais que vaut-elle et surtout qu'est-ce qu'elle implique, cette solution ou cette réponse ? Que les gens, dans leur immense majorité, se font plus ou moins manipuler, qui n'ont pas une vision adéquate de leurs intérêts, qu'on les oblige à adhérer à des tendances sociales et à des politiques qui desservent leurs intérêts propres, qui n'ont pas la capacité critique de voir où résident les véritables problèmes et ne se rendent pas compte qu'en gros, les politiques qu'ils soutiennent sont des politiques qui leur sont défavorables. Il y aurait donc une sorte de servitude volontaire, une sorte d'apathie populaire totalement incompréhensible et désolante étant donné l'ampleur des injustices et des dégâts sociaux dont pâtit le plus grand nombre. Cette perspective possède sans doute un fond de vérité, mais elle s'arrête trop tôt en chemin et s'expose, me semble-t-il, au risque de se réduire elle-même à n'être que la simple recherche d'un bouc émissaire. À mon sens, le problème est beaucoup plus complexe que ça. Qu'il y ait des intérêts sociaux concurrents et que l'un d'entre eux, disposant de plus de moyens, puisse tenir la corde, ne signifie pas que ce modèle soit intégralement valide. Oui, il y a des privilégiés, mais il est inconcevable que le modèle social et les schémas éthiques qui l'alimentent puissent tenir durablement par le seul effet des stratégies et dispositifs mis au point par une unique classe sociale. Si des politiques qui laissent en l'état les inégalités, voire les creusent, sont possibles, il me semble que ça ne peut être que parce qu'elles bénéficient du soutien de ceux dont elles ne servent pas les intérêts. Voilà, me semble-t-il, le problème auquel peut et doit s'attaquer le républicanisme tel que je l'entends. Ça renvoie à ce qu'on appelle en sociologie politique ou électorale une sorte de droitisation de l'ensemble du paysage électoral. Je ne vais pas trop l'analyser, je pourrais éventuellement répondre à des questions s'il y en a sur ce point, mais ce qui m'a paru très intéressant, c'est de remarquer que ce type de droitisation se manifeste aussi en France sur des aspects où on pouvait estimer que la France était particulièrement bien armée, et notamment, par exemple, dans le rapport des Français à l'État-providence. Le fait qu'il y ait en France un très fort attachement à l'État social est incontestable. Le fait que les Français aient un assez fort niveau d'attente à l'égard des mécanismes de solidarité publique est assez incontestable également. Or, depuis les années 2009, 2010, ce qu'on observe, c'est une sorte de vacillement de l'adhésion des Français au modèle social de redistribution par la prise en charge publique des problèmes d'injustice sociale. Il y a une progression du conservatisme social qui prend la forme en France d'une tendance à privilégier de plus en plus des formes électives, privées de solidarité, au détriment de ces formes publiques. Une tendance à renégocier le rapport de l'État-providence à l'État-providence en défendant davantage le principe de réciprocité,
en exigeant davantage sur le plan de la conditionnalité des aides et en reculant sur le terrain de l'universalité. Là aussi, j'ai quelques données qu'éventuellement je pourrais vous transmettre ou vous proposer si vous le souhaitez, mais je passe directement à la suite. Croyez-moi tout simplement sur ce point, il y a eu 4-5 études, notamment du CREDOC, qui montrent très clairement, mais c'est très important, que les Français, par exemple, ont très longtemps estimé que le RSA n'était pas suffisamment important. Aujourd'hui, au contraire, on a des majorités qui pensent qu'on en fait suffisamment. La majorité des Français pensent qu'on en fait suffisamment pour les familles. Une très forte proportion de Français, désormais, trouvent que le problème le plus inquiétant, c'est le problème de la dette publique, que ce n'est pas le problème de l'inégalité ou de l'extrême pauvreté. Et de même, on observe qu'il y a de plus en plus tendance à recourir, ce qui n'était quand même pas le cas en France pendant très longtemps, à des explications de type personnel pour expliquer la pauvreté, le chômage et autres types de risques sociaux, comme on les appelle. Très longtemps en France, on expliquait la pauvreté par des mécanismes impersonnels, la crise, l'évolution, les cycles économiques. Aujourd'hui, on a aussi tendance à culpabiliser davantage les personnes pauvres en leur reprochant finalement, en les blâmant, comme on dit, d'être pauvres et de l'être de leur fait. Alors, comment comprendre cette mutation en cours intervenant dans l'économie de la solidarité ? On observera de ce point de vue une sorte de convergence assez inattendue entre la France et les États-Unis. Inattendue dans la mesure où la perception de la solidarité et du rôle de la puissance publique à cet égard est très différente de part et d'autre de l'Atlantique. Et en tous les cas, ça relève, à mon sens, cette convergence d'un constat qui renvoie à la perception qu'en France et aux États-Unis, on peut avoir du rôle de la puissance publique. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus fortement ancré dans ces deux sociétés une forte défiance croissante en France à l'égard des gouvernants et une croyance de plus en plus faible en la capacité de ces derniers à trouver et à mettre en œuvre des solutions raisonnables aux problèmes sociaux. Cela se traduit chez les Français par un sentiment qui est aussi un regret, que la situation soit telle désormais que l'individu doive surtout compter sur lui-même et sur les ressources sociales qu'il est en mesure de mobiliser s'il veut pouvoir se procurer non pas simplement un certain niveau de vie, mais le type d'assurance, le type d'aisance, le type de sécurité auquel il aspire pour ses proches et pour lui-même. Cette défiance à l'égard des institutions publiques a pour effet de renforcer les valeurs de la compétition et d'affaiblir celles de la coopération. Et je crois que les gouvernements ont contribué directement à cette évolution. Les individus cherchent à sécuriser leur position, mais sont conduits à traiter cette sécurité comme un bien privé, non plus comme un bien commun. Et c'est à mon sens ce qui contribue à développer un certain sentiment oligarchique en France, non pas au sens où nos démocraties deviendraient des oligarchies, c'est à mon sens plus compliqué que cela, mais au sens où la tentation oligarchique se démocratise, c'est-à-dire chacun aspire au type de sécurité et au type d'aisance dont jouissent les oligarques du nouveau régime. Et dans la mesure où il apparaît que la sécurité ne saurait être donnée à tout le monde, nous en sommes réduits à la revendiquer comme une sorte d'ultime privilège, inaugurant ainsi ce qui s'apparente au troisième âge du privilège. Nous avions le privilège d'Ancien Régime, celui qui se caractérisait par des distinctions faites de rang, de droits, d'exemptions spécifiques, servant des intérêts de classe et de noblesse. Dénoncé et abattu par la Révolution de 1789, il en est resté un, profond, redoutable, par les effets qu'il produit, la propriété. C'est Tocqueville qui l'avait identifié comme deuxième privilège, si on veut. Et Tocqueville voyait celle-ci jouer le même rôle que la naissance dans la production de l'injustice, telle que l'apercevaient ceux qui en étaient privés. C'était donc pour lui le dernier privilège. À mon sens, nous n'en sommes plus là, au sens où désormais, il faudrait envisager que le privilège auquel nous aspirerions individuellement, c'est cette forme de sécurité, cette capacité que nous aurions de nous soustraire à l'arbitraire, à l'incertitude, au risque négatif. La faillite politique de l'idéal d'égalité provient de là, à mon sens. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de gagner des positions de contrôle qui permettraient d'amortir le choc de l'arbitraire et de la contingence, quitte à le faire peser sur autrui. Les autres, dans une telle perspective, deviennent ainsi de simples variables d'ajustement. Chacun essaye de se protéger de l'arbitraire en l'externalisant au maximum de ses capacités. Se met ainsi en place un mécanisme aux effets pervers. Dans le contexte social, politique et économique actuel, nous désirons mieux maîtriser nos conditions de vie et pour y parvenir, nous avons le sentiment qu'il faut que nous nous soustrayions autant que faire se peut à la domination. Dans une perspective que le néo-républicanisme a contribué à actualiser, cela implique de neutraliser autant que possible les forces qui peuvent exercer sur nos vies des interférences arbitraires. Or, c'est là que le bât blesse. Dans un contexte fortement individualisé, marqué par le sentiment d'une certaine impuissance sociale et économique des gouvernements, sans configuration collective et politique d'un temps partagé qui serait
finalement configurée par une certaine représentation d'un projet et d'un progrès collectif, s'impose la conviction que pour ne pas subir l'arbitraire, il faut l'externaliser. Pour ne pas être dominé, il faut détenir les leviers de la domination. Et c'est ainsi, je crois, que se généralise un certain goût de l'oligarchie, que se démocratise ou se diffuse une tentation oligarchique. La tentation oligarchique passe par l'appropriation d'un régime d'inégalité par rapport auquel il s'agit de bien se placer pour externaliser les facteurs de fragilisation sociale, selon un mouvement dont les principales victimes, mais non pas les seules, sont des populations repérées selon des critères identitaires. Le durcissement de la société à l'égard des minorités peut ainsi se comprendre comme une conséquence de la logique inégalitaire, tant du point de vue de la protection sociale que dans les rapports au marché du travail. Il participe, autrement dit, de cet effort constant de protection et d'externalisation. Aujourd'hui, la lutte s'est en partie individualisée et le type de bien visé par celle-ci a changé, mais quant au principe organisant un partage inégal entre petit nombre et grand nombre, il reste inchangé. Et la tolérance à l'égard de la tendance oligarchique de la société ne peut se comprendre que parce que chacun aspire à cette condition plus protectrice que les privilégiés possèdent. À ce titre, l'ampleur de l'écart n'est pas un problème. On se rappelle ce qu'en disait Tocqueville, ce n'est pas l'excès, dit-il, de ces privilèges qui fait périr une aristocratie. Si chacun croit pouvoir un jour entrer dans un corps d'élite, l'étendue des droits de ce corps sera ce qui le rendra cher à ceux mêmes qui n'en font pas encore partie. De cette manière, les vices mêmes de l'institution feront sa force. Et ne dites pas que les chances sont faibles. Il n'importe guère si le but est élevé. Ce qui entraîne le cœur humain, c'est bien moins la certitude d'un petit succès que la possibilité d'une haute fortune. Augmentez la grandeur de l'objet à atteindre et vous pourrez sans crainte diminuer les chances de l'obtenir. Si on devait exprimer ce paradoxe dans les termes de la pensée républicaine, on pourrait remonter à ce que Machiavel avait pu dire de cette dynamique du conflit entre les grands et les petits. Dans son ouvrage sur la décade de Tite-Live, on voit comment, en tous les cas il y a des passages très forts de Machiavel sur ce point, comment un conflit constant se noue entre les grands et les petits autour de cette question de la domination. C'est-à-dire que les grands ont un désir de dominer, et le peuple, en quelque sorte, lui répond en affirmant son désir de ne pas être dominé. Et ce que nous dit Machiavel, d'une certaine façon, c'est qu'il est extrêmement important de ne pas étouffer ce conflit, dans la mesure où c'est de ce type de conflit que doivent pouvoir naître toutes les bonnes lois. Ce schéma a été extrêmement important. Il y a des analyses très fortes de Claude Lefort, notamment sur ce point. Ce même Lefort qui a problématisé la notion en évoquant le problème de la servitude volontaire. Ce qu'il a expliqué, c'est qu'en un sens, cette tension, ce conflit auquel Machiavel expliquait nous lui devions toutes les bonnes lois, laisse place parfois à des situations où on peut avoir le sentiment qu'il y a une part de servitude volontaire de la part des petits, comme Machiavel les appelait. Et il appelait ça une complication démocratique. Il le pensait bien sûr à partir de la Boétie. Mais cette complication-là est-elle encore la nôtre ? Dans une certaine mesure, oui, il y a encore des formes d'aveuglement à l'égard de certaines formes de domination. Donc il y a énormément de progrès à faire qui nous permettraient de mieux comprendre le type de mécanismes qui, en un sens, nous oppressent. Mais il me semble qu'on ne peut pas expliquer notre situation, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, simplement par cette complication démocratique. Or, c'est souvent celle-ci que l'on fait jouer lorsqu'on veut expliquer la domination que le néolibéralisme exerce sur nous. En gros, on subirait la mondialisation néolibérale et on n'aurait pas la capacité de résister, tout simplement parce qu'on serait déficient en termes de représentation des buts qu'il faut se proposer, des moyens de résister, etc. Ça, à mon sens, c'est traiter les gens un petit peu par-dessus la jambe, en gros. Passez-moi l'expression, mais c'est un peu les prendre pour des imbéciles. La plupart des gens savent exactement le type de domination qu'ils subissent quand ils sont dans un rapport de dominer sur le marché du travail. On n'a pas besoin de leur expliquer ce qu'est la domination. Ils savent ce qu'elle est. Donc, à mon sens, ce type de complication-là, auquel songeait Lefort, elle est intéressante. Il est intéressant, mais il n'explique pas exactement la donnée du problème. Et c'est la raison pour laquelle je pensais qu'il pourrait être intéressant d'imaginer un deuxième type de complication dans cette perspective-là. C'est-à-dire que la logique affectant l'économie générale de la solidarité, ses effets politiques, me donne à penser qu'on pourrait envisager une complication qui serait d'une autre nature. Machiavel soulignait l'aspiration du peuple à ne pas être dominé, mais la domination
ne peut-elle pas être également envisagée comme un moyen de se prémunir du risque d'être soi-même exposé à la domination? À travers cette possibilité, ce n'est pas simplement un désir d'être grand parmi les grands qui, dans notre société, s'affirmerait, mais celui, parce que la médiation de l'État et de la loi ne joue plus de manière adéquate, à nos yeux en tous les cas, dans le champ social, eh bien de résister à la domination par la domination. Nous consentons à ce sens à la domination, mais selon une perspective qui ne correspond pas au schéma de la servitude volontaire, puisque nous y consentons à cette domination, mais en tant que dominant ou en tant que nous aspirons à l'être. Dominant au sens où l'idée, ce n'est pas de dominer les autres, mais c'est l'idée de ne pas subir cette domination et donc d'être protégé à l'intérieur du système. Et de ce point de vue-là, il me semble que l'œuvre de Philippe Petit est intéressante précisément parce qu'il nous permet de penser analytiquement, en quelque sorte, les différentes modalités de l'interférence arbitraire qui correspond précisément à ce que j'entends ici par domination. Bon, je vais m'arrêter ici et éventuellement j'apporterai d'autres éléments de discussion dans le débat. Merci. Merci. Alors, mon propos va rejoindre un peu celui de Patrick Savidan, mais par un parcours qui est assez différent. Voilà ce que je voudrais faire, c'est essayer de présenter le programme néo-républicain comme un programme politique qui a été proposé à la fin des années 90, comme une sorte d'alternative au libéralisme, et expliquer ensuite pourquoi les perspectives qu'il offrait ne sont pas nécessairement celles qu'on croyait voir lorsqu'il a été proposé, et que peut-être ce n'est pas là qu'il faut chercher la solution aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Alors, essayons tout simplement d'énoncer le programme républicain. C'est un programme antilibéral en un sens très clair sur 2 points qui sont très simples à comprendre. Le néo-républicanisme reproche au libéralisme une chose qui est de ne pas voir que des individus peuvent être nantis de droits strictement égaux, être libres formellement et néanmoins être dominés. Donc il ne voit pas qu'il existe des situations dans lesquelles les individus ne subissent pas d'interférence et pourtant ils ne sont pas libres. Et la deuxième chose que le libéralisme ne voit pas, c'est qu'il y a des formes d'intervention publique, des formes d'action de l'État qui sont non pas des formes d'action qui limitent la liberté des individus, mais qui sont des formes d'action qui produisent de la liberté. Pourquoi ? Parce que précisément, elles interviennent pour réduire les formes d'exposition des individus à des interférences arbitraires des autres. Donc ce que le libéralisme ne voit pas, c'est qu'il y a des gens qui sont formellement libres, mais qui réellement ne le sont pas, ils sont dominés. Et ce que le libéralisme ne voit pas, c'est que l'État peut être très positif du point de vue de la production de la liberté. Et donc ce que le néo-républicanisme a proposé, c'est l'idée suivante. Essayons de redéfinir la liberté, non pas comme la possession de droits, mais comme la possession d'un statut qui met les individus à l'abri de l'exposition à la volonté des autres, de la vulnérabilité. Un statut protecteur qui fait que je peux circuler dans la rue sans avoir à craindre que les autres ne modèlent mon existence. Et c'est un programme politique qui consiste à essayer de promouvoir cette non-domination pour l'ensemble des citoyens. Créer un statut pour l'ensemble des citoyens qui mettent chacun juridiquement à l'abri de l'interférence arbitraire des autres. Alors par exemple, dans le monde du travail, les droits syndicaux protègent le salarié contre l'intervention arbitraire de son patron. Dans le monde matrimonial, un certain nombre de dispositions légales protègent l'épouse contre l'exposition à la volonté arbitraire de son mari. Il s'agit de promouvoir la non-domination. Donc non pas conférer des droits aux individus, mais promouvoir une forme réelle de non-domination, sous 2 formes. Juridiquement, bien sûr, grâce à des textes de loi qui protègent les individus, mais aussi matériellement. Parce que les individus ne peuvent échapper à la domination arbitraire d'autrui que s'ils jouissent d'une certaine forme d'indépendance matérielle. Et donc, le républicanisme, tel qu'il a été proposé, c'est un programme politico-juridique, mais c'est aussi un programme social qui consiste à diffuser la richesse, réduire les inégalités, de façon à ce que les individus jouissent d'une certaine forme de base matérielle de leur indépendance. Par exemple, lorsque l'épouse divorce, elle doit pouvoir recueillir une partie de l'héritage commun de façon à pouvoir mener une existence indépendante. Le salarié qui est licencié doit avoir une indemnité de chômage, des bases réelles de l'indépendance. C'est un programme très intéressant parce que ça effectivement met le doigt sur un certain nombre de difficultés que le libéralisme rencontre. Les droits sont formels, l'État est vu comme l'ennemi. Non, c'est pas vrai. Les droits, il faut les substantifier. L'État n'est pas seulement l'ennemi, il faut promouvoir cette non-domination générale. Ce programme politique, il s'est heurté à 3 types de critiques qui sont les unes et les autres très importantes. La première critique, c'est que certains ont mis le doigt sur quelque chose de très embêtant. Vous voulez promouvoir la non-domination pour tout le monde. Vous voulez un État qui promeut
une forme d'existence qui met chacun à l'abri de l'arbitraire d'autrui. Donc vous voulez une forme de législation non arbitraire. Mais ça veut dire quoi, non arbitraire? Petit a répondu en disant « arbitraire, ça veut dire une loi, une action qui poursuit les intérêts de celui qui en est l'objet ». Mais est-ce qu'il existe un intérêt commun de l'ensemble des individus de la société? Est-ce qu'il existe une législation non arbitraire en ce sens? Est-ce qu'on peut promouvoir de façon uniforme la non-domination pour l'ensemble des citoyens? Ça paraît assez difficile à concevoir. Une critique très importante. Une deuxième critique qui a été formulée par un auteur américain qui s'appelle John McCormick dans un livre très important qui s'appelle Machiavellian Democracy. Lui, il a dit une chose très simple. La non-domination, ce n'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui. Les problèmes les plus importants qui se posent dans les démocraties contemporaines, c'est la concentration du pouvoir par l'intermédiaire de la richesse. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, mais aussi en Europe, c'est que le pouvoir est littéralement confisqué par une élite qui l'exerce à son profit. Et donc, ce dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas de non-domination, c'est de mécanismes par lesquels ceux qui sont en bas, tout simplement, le peuple au sens de Machiavel, c'est-à-dire les petits par opposition aux gros, disposent de moyens politiques pour lutter contre la perversion de la démocratie, contre son usurpation, contre le fait qu'elle est confisquée par une minorité. Donc, on n'a pas besoin de non-domination générale, on a besoin de plus de démocratie. Et lui, il prône des moyens démocratiques, par exemple des jurys populaires, des assemblées qui seraient appelées à passer après les assemblées représentatives pour se prononcer sur la question si les lois sont favorables justement aux intérêts des moins favorisés et non pas seulement aux intérêts des plus favorisés. C'est une deuxième critique. Et puis une troisième critique qui est une critique historiographique très très importante. On voit que le programme néo-républicain, c'est un programme qui s'intéresse à la manifestation de la domination, dans la société civile, dans des rapports personnels, dans ce que l'historiographie a appelé les mœurs par opposition aux lois. Par exemple, à l'intérieur de la famille, comment se construisent des rapports de domination? À l'intérieur de l'atelier, comment se construisent des rapports de domination effective entre une personne et une autre qui sont formellement égales, qui ont les mêmes droits, mais dont l'une a barre sur l'autre. Donc, le néo-républicanisme est amené à s'intéresser à des formes concrètes de domination et à délaisser les problèmes de droit, en disant les droits, les droits c'est les mêmes pour tout le monde, mais ce n'est pas ça l'important, parce que vous pouvez avoir des droits strictement équivalents les uns aux autres et être néanmoins dans des relations hiérarchiques. Donc le néo-républicanisme nous a, emmenés loin de l'univers des droits. Et ça, c'est très embêtant parce qu'au XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle, il y a des gens qui ont fait surgir une idée très intéressante qu'il n'existe pas seulement des droits, par exemple la liberté de conscience, la liberté religieuse, la liberté de la presse, la liberté de voyager, la liberté de se marier, et ainsi de suite, mais il pourrait exister quelque chose comme un droit à la vie, un droit à une existence indépendante, un droit au travail, non pas un droit de travailler, mais un droit au travail. Ce qu'on a appelé des droits de seconde génération, des droits créances. Ça, c'est apparu au XVIIIe siècle chez des auteurs qu'on connaît bien, Rousseau, Mably, Morelli et quelques autres. C'est Babeuf, au moment de son procès, qui a fait cette généalogie en disant « Moi, je pense qu'il existe un droit naturel révolutionnaire, un droit des individus à exister. Non pas un droit contre, mais un droit à exister. Donc un droit à avoir les moyens de mener une vie décente. » Thomas Paine a été un très grand représentant de ce type de droit à la vie au moment de la Révolution. Et donc, ça, c'est très embêtant parce que, à cause de cette inattention au problème du droit et à ce surgissement de droits spécifiques d'une seconde génération, le programme néo-républicain, si on veut, a été aveugle à tout un continent qui a surgi à la fin du XVIIIe siècle et qui s'est développé au XIXe siècle, qui est la revendication d'un droit social, la revendication d'un droit à jouir d'une certaine forme d'existence, non seulement d'un droit à la vie, mais d'un droit à une certaine forme de propriété, d'un certain nombre de droits sociaux, d'un droit de contrôler les conditions de notre propre indépendance. Et le néo-républicanisme est très malhabile pour voir ce genre de choses. Ce qui explique en partie la raison pour laquelle le programme néo-républicain a été très inattentif au républicanisme français. Parce que ces questions-là, elles se sont développées à l'intérieur de la République française, la première idéologie républicaine en France, c'est l'héritage de Rousseau. C'est un héritage qui a été pris en compte par un certain nombre de penseurs révolutionnaires, Robespierre en particulier, et d'autres au moment de 1793. Et ça, c'est très précieux. Mais malheureusement, le programme néo-républicain
ne le voit pas. Et ça a 3 conséquences qui me semblent assez négatives et qui font que le programme néo-républicain ne remplit peut-être pas forcément la promesse qu'il nous avait faite. La première, c'est que justement ce programme ne voit pas l'importance de faire surgir cette seconde génération de droits, à côté des droits individuels ou personnels, des droits sociaux. Il ne comprend pas qu'un des problèmes qui nous occupe et qui devrait nous occuper, c'est comment ces droits sociaux peuvent-ils être validés? Comment sont-ils susceptibles d'être combinés avec les droits individuels? Dans quelle mesure est-ce que, par exemple, un droit au travail remet en cause le droit de la propriété? Comment est-ce qu'un droit au travail remet en cause le droit de contracter librement? Comment est-ce que les premières générations et les secondes générations de droits s'harmonisent les unes avec les autres? Une question essentielle aujourd'hui, si nous voulons faire surgir cette seconde déclaration des droits de l'homme, si on veut, cette seconde génération de droits, et mettre en place un régime, justement, qui confère aux individus des moyens d'indépendance. Et une question annexe, c'est est-ce qu'on peut constitutionnaliser des droits sociaux? Est-ce qu'ils peuvent entrer dans une constitution? Il y a eu des travaux très importants aujourd'hui sur cette question, en particulier en Afrique du Sud. On a constitutionnalisé le droit au logement. Et la Cour suprême d'Afrique du Sud a rendu des jugements qui interdisent, par exemple, à des propriétaires de terrain d'expulser des squatteurs, sauf à certaines conditions très précises, disant le droit de propriété ici est limité par le droit que les individus ont d'avoir un toit au-dessus de la tête. Donc il y a des évolutions très importantes à l'intérieur, si on veut, des démocraties contemporaines et qui vont dans ce sens. Ça, c'est une première problématique, si on veut, que le néo-républicanisme ne prend tout simplement pas en compte. Une seconde problématique que le néo-républicanisme a très mal pris en compte, c'est le problème du statut de la propriété. À la fin du XVIIIe siècle, dans le Code civil et chez toute une série d'auteurs, est apparu un concept de propriété comme droit absolu d'user et d'abuser. Mais très rapidement, dès la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, et aujourd'hui encore, sont apparues toute une série de problématiques qui sont très importantes, qui disent la chose suivante. Qu'est-ce que la propriété? Ça se justifie parce que ça permet à celui qui la détient d'accéder à une certaine forme d'indépendance. Le jour où l'exercice du droit de propriété met en cause l'indépendance de ceux qui ne détiennent pas la propriété, le droit premier cède. Il disparaît. Il devient conditionnel. Vous êtes propriétaire à condition que l'accès que vous avez à ce dont vous êtes propriétaire ne mette pas en cause l'indépendance des tiers. En sorte que les besoins d'indépendance des tiers sont et doivent être intégrés au concept de propriété. Je ne suis légitimement propriétaire d'une chose que si ce que je possède ne met pas en cause la possibilité qu'un autre a de vivre de façon indépendante. Et là aussi, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le libéralisme lui-même, les décisions judiciaires en Afrique du Sud, aux États-Unis et dans beaucoup de grandes démocraties, en Inde notamment, ont rendu des décisions qui limitent le droit de propriété au nom justement de l'indépendance des tiers. Un exemple très simple. Aux États-Unis, on a plaidé une affaire dans laquelle un propriétaire ne voulait pas que des travailleurs sociaux entrent sur son terrain pour aller informer des gens qui l'emploient sur leurs droits. Il disait « Non, c'est à moi, je ne vous laisse pas rentrer ». La Cour qui a jugé cette affaire a dit « Non, non, vous n'avez pas le droit d'empêcher ces travailleurs sociaux d'entrer chez vous pour informer les gens que vous employez des droits sociaux qui sont les leurs. Votre droit de propriété est limité. » C'est évidemment un progrès très mince, mais c'est dans ce sens qu'il faut aller. Le troisième obstacle, si on veut, ou la troisième difficulté que le néo-républicanisme rencontre et qu'il ne parvient pas à résoudre, c'est le suivant. À l'époque de Swift, comme on dit, c'est-à-dire au milieu du XVIIIe siècle, on a vu surgir toute une série d'interrogations sur la question suivante. Le libéralisme est en train de progresser, l'individualisme, la théorie de la propriété comme un absolu, la théorie du libre contrat, la libre concurrence. Dans quelle mesure est-ce que le marché est compatible avec l'indépendance des individus? Cette question est apparue. Elle est traitée par exemple chez Pocock et c'est un thème historiographique très important au XVIIIe siècle. Un siècle plus tard, 1850, un homme nommé Karl Marx répond à la question en disant « Il n'y a pas de compatibilité entre le marché et la liberté des individus, il faut supprimer la propriété privée. » Car le marché, la concurrence, la loi du profit aboutissent à une forme de servitude moderne, renouvelée, qui n'est pas la servitude de l'Ancien Régime, mais qui est une nouvelle forme de servitude. Il faut donc supprimer la propriété.
Mais le problème, c'est qu'à côté de cette solution socialiste, qui d'ailleurs a été déclinée de multiples façons au milieu du XIXe siècle, à côté de cette solution socialiste, sont apparues toute une kyrielle de solutions, si on veut, entre guillemets, à la question de la compatibilité entre une économie moderne, fondée sur le marché, fondée sur l'échange, fondée sur la concurrence, fondée sur la propriété privée, fondée sur la liberté du contrat, une compatibilité entre cet ensemble de choses et la liberté des individus. Et en particulier, sont apparues toute une série de problématiques, par exemple liées à des coopératives, à ce genre de choses, à des mouvements d'appropriation collective des moyens de production, de gratuité du crédit. Un homme qui a joué un énorme rôle en France pour diffuser ce genre d'idées, mais dont le nom aujourd'hui est oublié, c'est Louis Blanc. Mais personne ne lit Louis Blanc aujourd'hui. On lui attribue des idées qui ne sont pas les siennes. Toutes ces problématiques, si on veut, ont bourgeonné au milieu du XIXe siècle, à côté des problématiques marxistes, et elles sont très importantes, parce que c'est ça la question qui nous intéresse. Comment des individus peuvent-ils être libres dans une société qui est fondée sur la concurrence et sur le marché ? Et le problème, c'est que le néo-républicanisme, le programme de promotion de la non-domination pour tout le monde, si on veut, c'est un programme qui fait complètement l'impasse sur la question suivante. Dans quelle mesure est-ce que la non-domination universalisée, c'est-à-dire le statut d'indépendance pour tout le monde, est compatible avec une société de marché ? On a l'impression que ce n'est pas possible. Une société de marché, c'est par définition une société dans laquelle les individus sont exposés à l'arbitraire des autres. C'est-à-dire, sur une société de marché, vous avez affaire à des gens avec lesquels vous entrez en contact, en relation, et qu'est-ce qui se passe ? Les gens poursuivent leur intérêt, pas le vôtre. Leur action vis-à-vis de vous est arbitraire. Ils cherchent à vous faire agir de façon qui est intéressante pour eux. C'est une forme d'interaction qui est essentielle à une société de marché, en sorte que la non-domination semble une sorte de chimère dans une société de ce genre, où nous sommes nécessairement, si on veut, assujettis à des pressions exercées par d'autres qui cherchent à nous faire agir en fonction des intérêts qui sont les leurs. Il y a aussi des contractions de notre part, bien sûr, mais c'est ce jeu-là qui définit la société de marché. Et d'une certaine façon, comment dire, le néo-républicanisme ne pose pas ce genre de questions et n'arrive pas à le résoudre. Pour essayer de vous montrer à quel point ce néo-républicanisme n'est pas capable de résoudre cette question, je voudrais, si vous voulez bien, introduire un exemple historique et puis ensuite le développer de façon à arriver à cette même conclusion. L'exemple historique, c'est l'exemple des États-Unis, la République américaine. On peut voir cette histoire des États-Unis comme un affrontement très simple entre deux concepts, la République et l'Empire. La République, c'est un ensemble de gens, à la fin du XVIIIe siècle, on appelait des colons, des gens qui étaient essentiellement des agriculteurs, des fermiers, qui étaient disposés à dire la chose suivante. Nous, on est venus aux États-Unis pour une chose très simple. On est venus pour être libres. Ça veut dire quoi ? Indépendants. C'était vraiment l'idée de non-domination. On ne veut pas subir la volonté arbitraire de quelqu'un d'autre. En particulier, on ne veut plus subir la volonté arbitraire du monarque anglais et de son expression politique, le Parlement. Nous sommes de libres citoyens, nous nous gouvernons nous-mêmes, nous sommes libres de tout assujettissement à une volonté autre que la nôtre. Nous sommes absolument libres et nous avons les moyens d'être libres. Pourquoi ? Nous avons des terres à profusion que nous pouvons saisir et qui garantissent notre indépendance. Cette liberté républicaine que les Américains ont revendiquée à la fin du XVIIIe siècle, elle a un petit revers. La condition de l'indépendance des colons, c'est l'oppression d'au moins deux catégories de personnes. Les tribus primitives, dont les terres sont saisies au moyen d'une idéologie très simple, selon laquelle ils ne la travaillent pas, donc ils n'ont aucun droit. Et la deuxième catégorie qui a subi les effets de ce désir d'indépendance et sur la servitude desquels ce désir d'indépendance et sa réalisation est assis, ce sont les esclaves. Donc, la liberté républicaine est assise sur la domination de catégories entières de population. Et surtout sur une situation qui permet en quelque sorte une expansion infinie sur le plan de la disposition des terres. Mais cette idéologie républicaine, c'est la non-domination, oui, d'accord, mais elle est achetée au prix de la servitude de catégories entières de population. Je ne parle pas des femmes, bien sûr, dont le statut dominé est une composante essentielle de cette idéologie républicaine. Les femmes, les esclaves, les tribus primitives sont les pots cassés de cette idéologie républicaine. En face, qu'est-ce qu'il y avait ? Une idéologie impériale, l'Empire,
Alors qu'est-ce que c'est l'Empire? L'Empire, c'est l'idéologie que portait la couronne britannique en 1776 et qui consistait à dire ceci. Nous voulons un régime de droit. C'est-à-dire, vous allez, vous, les colons, les fermiers, être des sujets, pas des citoyens, mais des sujets. Vous êtes assujettis à une loi qui est la même pour tout le monde. Et vous allez être assujettis à une loi qui est identique à celle qui vaudra aussi pour les tribus indiennes que nous allons intégrer à la citoyenneté et aussi aux esclaves. À terme, les esclaves ne seront plus des esclaves. Vous savez que très tôt en Angleterre, l'esclavage a été banni alors qu'il existait encore aux États-Unis. La couronne anglaise ne voulait plus d'esclavage. Donc c'est un affrontement entre une liberté républicaine assise sur l'indépendance, mais qui est payée par d'autres, et puis une idéologie qu'on pourrait appeler libérale, c'est-à-dire un État central qui diffuse des droits égaux pour l'ensemble des personnes. Mais ces personnes ne sont pas des citoyens, ce sont des sujets. Ils sont assujettis à une loi qui vient d'en haut et qui leur confère des droits qui sont égaux. Les colons étaient particulièrement furieux par le fait que l'Empire britannique voulait conférer des droits de citoyenneté équivalents à eux et aux tribus indiennes, à eux et à des sous-hommes, à eux et aux femmes, à eux et aux Noirs. Donc on voit s'affronter deux idéologies politiques, l'une républicaine, l'autre libérale. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire des États-Unis? Apparemment, le triomphe de la République. En 1776, c'est le triomphe de l'idéologie de l'indépendance des colons. Mais on peut lire le demi-siècle qui suit comme l'histoire, malheureuse pour certains, heureuse pour d'autres, de la revanche du vaincu. C'est-à-dire qu'aux États-Unis même a triomphé une idée selon laquelle il faut mettre un terme à l'anarchie que représente la colonisation, il faut mettre un terme à l'exploitation honteuse des tribus indiennes, il faut mettre un terme à l'esclavage, bien entendu, il faut intégrer l'ensemble des populations sous un État unique, unitaire, avec des droits identiques pour tout le monde. Et donc l'histoire du premier 19e siècle, ou de la première moitié du 19e siècle aux États-Unis, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire du lent grignotage de l'idéologie républicaine par l'idéologie impériale, en sorte qu'en 1850, et surtout après la guerre civile, ce qu'on voit apparaître aux États-Unis, c'est une république impériale, en fait, un empire déguisé en république. Un empire, pourquoi? Un pouvoir centralisé, un pouvoir verticalisé, qui confère des droits identiques à une série d'individus qui sont tous égaux. Certains sont très mécontents, bien sûr. D'autres sont contents, en particulier les esclaves libérés. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les colons ont essayé de résister à cette verticalisation d'État. Ils ont enclenché un très vaste mouvement anti-étatique que, curieusement, en 1875, on a appelé populiste. Ils ont essayé de regrouper autour d'eux tous les gens qui ne voulaient pas de cet État verticalisé, qui ne voulaient pas du libéralisme, en gros, qui voulaient autre chose qu'un État protecteur qui confère des droits égaux à des individus, qui voulaient autre chose que des droits formels. Et ils ont tenté de regrouper tous les gens qui voulaient des droits réels, de regrouper autour d'eux une vaste coalition politique, alors constituée par les petits fermiers qui souffrent de l'expansion du capitalisme, les anciens esclaves qui sont aussi exploités, les salariés, tous ceux qui souffrent de la plutocratie naissante, c'est-à-dire de l'oligarchie naissante sous l'aile protectrice de cet État impérial qui était en train de se construire. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce mouvement populiste, qui est né en 1870, il a lamentablement échoué. Le mouvement républicain a lamentablement échoué. Il n'a pas réussi à créer autour de lui une très vaste coalition sociale de tous ceux qui voulaient résister à l'emprise de la richesse sous l'aile protectrice d'un État libéral qui distribue des droits égaux. Et là, je rejoins un petit peu ce que dit Savidan. On peut essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles ce vaste mouvement populiste a échoué. Pourtant, ça semblait prometteur. Regrouper tous les gens qui ont à souffrir de l'action de l'argent. Et il y en a, tout le monde a à souffrir de l'argent. Pourquoi est-ce que certains ont fait défection? C'est intéressant. Pourquoi est-ce que certains n'ont pas marché dans cette affaire? Pourquoi est-ce que cette coalition n'a pas marché? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que une partie de ceux qui faisaient partie de cette coalition voulaient bien concéder l'égalité à leurs alliés, mais du bout des lèvres. Autrement dit, les gens qui voulaient l'indépendance républicaine, l'indépendance du fermier, l'indépendance du colon assis sur sa terre, ils savaient bien que pour avoir cette indépendance, il faut exploiter des gens. Il faut exploiter les femmes dans la famille, bien sûr. Il faut aussi exploiter des esclaves, sinon ça ne marche pas. Et donc, l'égalité avec les esclaves, ça ne marche pas.
parce que l'indépendance n'est pas pour tout le monde. Comme on l'avait bien vu au départ, l'indépendance des uns se paye par la servitude des autres. La non-domination des uns repose sur la domination des autres. Première raison de l'échec. Deuxième raison de l'échec, les colons, les blancs, étaient indéfiniment et définitivement racistes. Autrement dit, l'alliance avec les anciens esclaves, toute espèce de coalition politique qui les mettait au même rang que leurs anciens esclaves, leur sortait par les yeux. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles cette coalition a échoué. Et une partie des syndicats, en particulier de travailleurs, mais aussi d'organisations représentatives des cultivateurs aux États-Unis, étaient, gangrenés par des formes de racisme. Mais la plus forte raison pour laquelle cette coalition populiste a échoué, c'est une raison qui rejoint les explications données par Patrick Savidan. C'est qu'il y a un certain nombre de gens qui se disaient: alors, on nous propose un modèle centré sur la petite propriété, sur l'indépendance des petits agriculteurs, des artisans. D'abord, on voit bien qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Il va y avoir des gens qui vont se retrouver asservis à des maîtres, dans une ferme, dans un atelier. Ça ne nous plaît pas tellement. L'attraction pour le marché, pour une société de marché, était très forte. Se disant, cette non-domination, on va peut-être la trouver plus sur un marché libre en tant que salarié, qu'à l'intérieur d'une famille patriarcale où on sera les dindons de la farce, on sera dominé. Autrement dit, il y a une très forte attraction pour le libéralisme, tout simplement, pour une société qui offre des libertés formelles. Et beaucoup de gens se sont dit, c'est risqué, mais on pourrait bien en profiter. Et il serait possible, au fond, qu'on accède à une existence beaucoup plus intéressante, beaucoup plus libre et beaucoup plus indépendante par l'intermédiaire du salariat, par l'intermédiaire d'une libre entreprise, par l'intermédiaire d'un État qui nous protège, grâce à des droits égaux concédés à tout le monde, que dans un mode d'existence de type républicain fondé sur la non-domination. Mais la non-domination de qui? Elle ne sera pas pour nous. Donc, nous laissons cette coalition à son triste sort et nous optons pour le libéralisme, tout simplement. Et de cette façon, en quelque sorte, le mouvement populiste a échoué. Ajoutez à ça que les élites aux États-Unis se sont emparées de l'État, l'ont fait fonctionner à leur profit, en ont tiré des ressources énormes et n'ont pas hésité à recourir à une répression, militaire, violente, très forte contre leurs opposants pour briser cette aspiration à la non-domination qui, de toute façon, était politiquement faible. Résultat de tout ça, c'est qu'aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle, naît une véritable, alors pour le coup, une république impériale digne de ce nom, un État fédéral qui a écrasé les États locaux, qui a écrasé les indépendances locales, écrasé les indépendances des individus, écrasé la citoyenneté, transformé les gens en sujets. Tout vient d'en haut, les droits, éventuellement les subventions. Dessous, il y a la libre contractualité. Et c'est chacun pour soi, c'est la concurrence. Et au fond, ce modèle était beaucoup plus attractif que le modèle républicain qui était proposé par les populistes. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Sont apparus aux États-Unis des gens qu'on appelle des progressistes. Ils ont dit, l'État vertical, l'État libéral, la République impériale, elle est là et elle ne partira pas. On ne reviendra pas en arrière vers la non-domination, vers la forme d'indépendance que prônent les populistes, c'est-à-dire la petite propriété libre et qui ne subit aucune influence arbitraire. Elle est là pour durer. J'en ai pour 2 minutes. Elle est là pour durer. Par conséquent, il faut l'accepter. Il faut l'accepter avec ces 2 formes de pouvoir qui lui sont absolument inhérentes. Même 3 formes de pouvoir qui lui sont absolument inhérentes. La première, c'est celle de l'État. L'État a une puissance sur les sujets. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas des citoyens, le pouvoir ne nous appartient pas, il est monté vers le haut, il est entre les mains d'une élite. Il ne nous appartient pas, nous ne sommes plus citoyens. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui. C'est la première forme de pouvoir avec laquelle il va falloir composer. La deuxième forme de pouvoir avec laquelle il va falloir composer, c'est le salariat. Oui, il y a des gens qui sont salariés, et quand on est salarié, on est dépendant de la personne qui nous salarie. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est une seconde forme de pouvoir avec laquelle il faut composer. Et la troisième forme de pouvoir avec laquelle il va falloir composer, c'est le marché. Oui, il y a un marché, il y a des gens plus puissants sur le marché, et oui, les gens qui sont plus puissants, qui ont une richesse concentrée, sont capables de damer le pion à leurs concurrents moins puissants, qui ont moins de moyens pour résister à leurs entreprises. Ces 3 formes de pouvoir, il va falloir composer avec. Pourquoi? Mais parce que, somme toute, il y a des avantages. Lesquels? Eh bien,
Les avantages, c'est qu'on est devenu une société non plus de petits producteurs, mais une société industrielle dans laquelle la richesse se multiplie. Et bien sûr, elle va plus dans les mains de certains que dans les mains de certains autres. Mais quand même, il y en a pour tout le monde. Et potentiellement, il y en aurait pour tout le monde, pour celui qui est capable de la saisir. L'attraction est très forte, et beaucoup plus forte que l'attraction d'un régime, disons, fondé sur une petite propriété qui satisfait très peu de besoins et qui n'offre que très peu de possibilités de consommation. Alors oui, la consommation n'est pas pour tout le monde, et les classes ouvrières aux États-Unis étaient pauvres et exploitées, on le sait bien, à la fin du XIXe siècle, mais les perspectives étaient meilleures que celles de revenir à un mode de production fondé sur l'indépendance républicaine et l'idée de non-domination dont chacun voyait bien qu'elle ne pouvait pas être universalisée. C'est-à-dire que la non-domination n'est pas compatible avec une société de marché. Et donc le choix était la non-domination pour certains ou une société de marché où tout le monde est formellement libre et où il est possible de l'être réellement. Ce n'est pas garanti, mais il est possible de l'être réellement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on entre dans une ère qui est post-républicaine. Elle est libérale, si on veut. Elle est fondamentalement libérale. L'essentiel, c'est d'avoir des droits. L'essentiel, c'est d'avoir des droits. L'essentiel, c'est de disposer d'une société qui produit des richesses et qui en produit de manière à ce que tout le monde, d'une certaine façon, y ait progressivement accès. Et à ce moment-là, aux États-Unis, comme en Europe d'ailleurs, l'idéal républicain, a cessé d'exister en tant qu'idéal autonome, en tant qu'idée selon laquelle on allait assurer dans la société à chacun une certaine forme d'indépendance radicale. Mais non, c'est une chimère. Nous sommes dépendants, interdépendants les uns des autres. Mais le progressisme a pris la forme suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut simplement faire en sorte que les fruits de cette nouvelle forme d'organisation sociale, c'est vrai, très verticalisée avec ces 3 formes de pouvoir qui sont indépassables, il faut faire en sorte que ces fruits soient partagés pour tout le monde. Donc on a besoin de 2 choses, la démocratisation de l'État et la démocratisation du travail. Et les progressistes ont essayé de pousser ces 2 objectifs, rendre l'État plus démocratique, par exemple en créant une classe de fonctionnaires professionnels, recrutés sur des critères de compétence et de mérite, et non pas sur des magouilles. Et puis, instituer une législation du travail qui protège le salarié, qui lui garantit une certaine forme de droit et d'accès à une vie décente, une forme de démocratisation double, politique et sociale. Et ce mouvement-là, on l'a appelé progressiste. Le couronnement, c'est 1935-1936, le New Deal. Une série de droits sociaux, la négociation collective dans les entreprises, le droit syndical enfin reconnu, le droit de négocier collectivement, le droit à une retraite, le droit à une assurance santé qui n'est pas généralisée pour tout le monde, le droit à des indemnités de chômage et ainsi de suite. Toute une série de choses très très importantes qui ensuite ont été accrues après la guerre. Un État social qui réellement confère aux salariés, dans des conditions dont il ne faut pas méconnaître qu'elles supposent un assujettissement à un pouvoir, qui garantissent aux salariés une certaine forme, non pas d'indépendance, parce que ce n'est pas possible dans une société de marché, mais de vie décente. Alors, je termine très rapidement. Aux États-Unis, il y a plein de gens qui disent « cet État social, c'est un marché de dupes ». Pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est que les droits sont octroyés d'en haut, ils sont précaires. On peut vous les retirer. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe. Il y a des retours en arrière aujourd'hui sur l'État social considérables. L'élite a le pouvoir, on lui a laissé occuper le pouvoir. À un moment, elle a passé des compromis. Il y avait le méchant Staline de l'autre côté qui nous faisait concurrence et il fallait lâcher du lest. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Et donc, l'élite qui a tous les leviers en main ne veut plus lâcher du lest. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, un certain nombre de gens aux États-Unis sont très critiques de cet État social en disant « c'est un marché de dupes ». On a vendu notre liberté de citoyen pour un plat de lentilles. Un plat de lentilles, quelques droits sociaux qu'on peut nous retirer du jour au lendemain, ce que d'ailleurs on est en train de faire. Et donc il y a un mouvement, si on peut dire, qu'on appelle un républicanisme conservateur. Il faudrait retourner à une forme de destruction de l'État central, de destruction de l'État centralisé vertical, une forme d'autonomie des individus. Une forme dans laquelle chacun serait indépendant et libéré des contraintes étatiques. Et ça donne naissance à un très vaste, credo anti-étatique qu'on sent aussi en Europe. Anti-étatique. Laissez-nous agir. Et l'autre aspect de cette idée,
son envers ou son endroit, c'est l'idée que les citoyens devraient reprendre le pouvoir contre l'État, que les citoyens devraient enfin prendre leurs affaires en main et les gérer eux-mêmes. Mais dans une société de marché, si les citoyens commencent à gérer eux-mêmes leurs affaires, ce sont les citoyens les plus puissants qui s'octroieront la plus grosse part du gâteau. Autrement dit, dans une société où tous les individus sont interdépendants, on a absolument besoin d'un État qui organise les positions respectives des uns et des autres de façon à les rendre à peu près égales. Pas complètement égales, mais à compenser les différences de puissance. Si vous déconstruisez l'État central, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des citoyens qui se regroupent par affinité et qui agissent pour promouvoir leurs propres intérêts et qui, sur le modèle que les républicains avaient proposé au début de la République américaine, agissent pour promouvoir leurs intérêts aux dépens des autres. C'est une forme d'externalisation et je rejoins exactement les analyses que Patrick Savidan faisait. Par conséquent, ce dont on a besoin, ce n'est pas du tout d'un retour à une citoyenneté horizontale, par le bas. On n'a pas besoin d'anti-étatisme, on n'a pas besoin de déconstruire l'État vertical. C'est vrai que ce n'est pas sympathique, l'État. C'est vrai que c'est quelque chose de pas très agréable. C'est vrai que ça nous transforme en sujet. Mais l'ère de la citoyenneté est derrière nous. Elle est incompatible avec une société de marché. Donc ce dont on a besoin, ce n'est pas de moins d'État, mais d'un État plus démocratique et plus social. Or, le républicanisme contemporain ignore complètement ça. Il a une très forte connotation anti-étatique et un très fort aveuglement à l'aspect social de la chose, c'est-à-dire aux besoins que les individus ont de créer démocratiquement des droits sociaux. Et je termine en disant une chose. Aux États-Unis, les gens... Ces républicains conservateurs dont je parlais à l'instant pensent que la lutte pour des miettes, c'est-à-dire des petits droits à l'intérieur de l'entreprise, c'est ridicule. Regardez notre grande tradition de citoyenneté et à côté de ça, vous êtes en train de vous battre pour avoir un salaire minimum à $12 et non plus à $8. C'est ridicule. Non, c'est pas si ridicule que ça. C'est pas si ridicule que ça. Et les avancées sociales ont été le fait de très grandes luttes et de très grandes mobilisations collectives. Autrement dit, la forme moderne de la citoyenneté, ce n'est pas la discussion dans des forums citoyens, c'est la lutte collective pour obtenir un partage juste des avantages de la société de marché. Voilà. Merci. Bien, merci pour ces deux interventions donc, qui vont ouvrir, j'espère, à la discussion et amener des questions. Très bien. Ça va pour l'heure ? Oui, on a. Oui. Non, j'ai 5 minutes de plus. Non, ça va. Je vais finir. Oui. Oui, c'est une question qui s'adresse à Jean-Fabien Spitz. Je voulais savoir la réponse que vous donneriez à la question suivante. L'inflation exponentielle des droits sociaux ne risque-t-elle pas de porter préjudice aux libertés individuelles ? C'est une question essentielle. Je suis d'accord qu'elle se pose. C'est-à-dire, la question de la compatibilité entre les deux types de droits se pose. Mais on n'est pas totalement désarmé sur des questions de ce genre. Parce qu'on comprend bien, par exemple, que vous ne pouvez pas mettre ensemble, lorsque vous parlez de liberté individuelle, la liberté de conscience, la liberté de se déplacer, la liberté d'adopter une profession, et les libertés qu'on a appelées économiques. En 1938, aux États-Unis, il y a eu une décision de la Cour suprême très importante disant la chose suivante. Les libertés personnelles font l'objet d'un strict examen par les juges pour toute loi qui risquerait de les mettre en défaut. Mais les libertés économiques, le droit de propriété, fait l'objet d'un examen moins scrupuleux. Ces libertés économiques ne sont pas des libertés personnelles au même titre que d'autres. Et de fait, si vous dites il existe une liberté personnelle qui consiste à posséder le droit de s'approprier la nature sans aucune limite et d'en faire un usage qui est indifférent aux effets que cette exploitation peut avoir sur le destin des autres individus présents et, a fortiori, des générations futures, je pense qu'il ne s'agit pas d'une liberté personnelle. Et je pense que la constitution de droits sociaux
qui viennent limiter ce type de liberté, entre guillemets, qui à mes yeux n'en est pas une, n'est pas du tout une mise en cause des libertés personnelles. Et je pense que si on examine les choses de ce point de vue, on s'aperçoit que non seulement il n'y a pas d'antagonisme entre droits sociaux et libertés personnelles, mais que les libertés personnelles sont mieux garanties. Mieux garanties. La liberté de conscience, par exemple, est mieux garantie dans un régime qui ne crée pas d'exclusion sociale, par exemple, qui ne crée pas une classe de pauvres qui sont totalement exclus. Autrement dit, les deux types de libertés sont non seulement compatibles, mais vont ensemble, à condition de bien comprendre la différence entre liberté personnelle de type civil et liberté personnelle de type économique. Comme vous le savez, le plus grand représentant du libéralisme de gauche au XXe siècle, John Rawls, ne range pas le droit de propriété parmi les libertés fondamentales protégées par un régime constitutionnel. Le droit de s'approprier la nature n'est pas une liberté fondamentale. Le droit de s'approprier les moyens de production n'est pas une liberté fondamentale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas instaurer un régime qui comporte ce genre de liberté, mais ça n'est pas un droit fondamental. Ça n'est pas une liberté essentielle. Ça n'est pas un droit de l'homme. Voilà. Mais bien sûr, ça pose la question de la définition. Qu'est-ce que c'est la propriété ? J'ai essayé d'en dire un mot tout à l'heure. Oui, à propos des oligarques, en général, les oligarques, ils deviennent oligarques sans... c'est le peuple qui veut, qui les promeut à l'oligarchie. Je prends l'exemple de Steve Jobs, par exemple. Les gens veulent du Apple. Bon, il devient oligarque grâce à sa marque. Alors, est-ce qu'il faut limiter, par exemple, les smartphones à 1 million, 10 millions ? À ce moment-là, il serait moins oligarque. Oui, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a d'une part le fait qu'il ne faut peut-être pas faire un lien trop direct entre l'action individuelle d'un individu, ses effets agrégés et les conséquences de cette action. C'est-à-dire que les gens ne décident pas, par exemple, que Steve Jobs va devenir un oligarque. Mais en revanche, le problème est tout simplement lié à la nécessité de lutter contre les formes de monopole exacerbées qui ont des effets inégalitaires qu'on connaît bien. Donc ça existe assez clairement. Est-ce que je peux ajouter... Quelle est la solution que vous proposez ? Est-ce qu'il faut limiter le nombre de smartphones Non. de la marque Apple ? Et à ce moment-là, si on ne les limite pas, il y a 1 milliard de gens qui veulent un smartphone Apple. Bon, le profit par smartphone, c'est quelques dollars, c'est pas grand-chose. Mais vous multipliez par le milliard que les gens veulent, ça fait un oligarque de fait, obligatoirement. Non, mais un aspect très important, c'est que la richesse, c'est une chose, sa transcription au pouvoir politique, c'en est une autre. Comme vous le savez, par exemple, aux États-Unis, la Cour suprême a constamment cassé des législations qui essayaient d'empêcher les gens qui ont une énorme fortune de contribuer autant qu'ils le veulent aux campagnes électorales. Or, un certain nombre de gens aux États-Unis, en France aussi, malheureusement, ces lois ont été violées dans nos campagnes électorales de façon honteuse, ce qui est une atteinte à la démocratie. Aux États-Unis, il y a un certain nombre de gens qui pensent, qui sont d'avis, qu'il faut absolument que les gens qui sont titulaires d'immenses fortunes ne puissent pas librement contribuer aux campagnes électorales des candidats. On a imaginé des moyens de les empêcher de le faire, mais les juges ont constamment jugé qu'il s'agissait d'une atteinte à la liberté d'expression. Évidemment, c'est une forme singulière, et on revient à la question de tout à l'heure, une forme singulière d'interprétation de la liberté d'expression. Elle peut se défendre. Un certain nombre de gens ne parlent qu'avec leur carnet de chèques. C'est vrai. Mais est-ce qu'on peut autoriser des gens à parler avec leur carnet de chèques autant qu'ils le veulent ? Non. Tout simplement non. Bonsoir. Je tiens à vous remercier déjà pour vos interventions ici. Fort instructive. Alors j'ai une question à vous poser en termes d'histoire des idées. Vous avez évoqué John Rawls, qui est un libéral de gauche, comme vous disiez. Quel est le rapport que la tradition républicaine, enfin néo-républicaine entretient avec Rawls ? Et je pense aussi à Amartya Sen. Ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a eu des réponses libérales à cette critique néo-républicaine du libéralisme ? Très rapidement sur Rawls, parce que j'ai une position sur ce point qui
qui m'occupe beaucoup en ce moment. En fait, moi, je pense que précisément par l'entrée sur laquelle Jean-Fabien a insisté à juste titre, la question de la propriété, il y a un lien très très important entre certaines thématiques du républicanisme, pas du néo-républicanisme, mais du républicanisme et la pensée de Rawls. Je pense qu'on peut faire une lecture républicaine de Rawls précisément parce qu'il a une compréhension institutionnelle de la propriété, institutionnelle du mérite, qui permet de relativiser considérablement la latitude que les gens peuvent avoir, non pas d'exercer un talent, mais de faire fructifier ce talent dans des proportions qui sont exagérées par rapport à la valeur que ce talent peut avoir vis-à-vis de celui des autres, par exemple. Oui, si je peux ajouter quelque chose, c'est la grande différence entre quelqu'un comme Rawls et quelqu'un comme Petit, entre un néo-républicain et puis un libéral de gauche, si vous voulez l'appeler comme ça, ou lui-même récusait le terme de social-démocrate. Mais enfin, je pensais socialiste, en fait. Quelqu'un qui est socialiste. Bon, la grande différence, c'est que un homme comme Petit pense en termes de mettre chacun à l'abri de la domination. Un homme comme Rawls a une idée, à mon avis, plus intéressante. Il a l'idée de réciprocité. C'est-à-dire une société qui profite à tout le monde. Et si vous le traduisez, ça a une connotation morale très importante. C'est une société dans laquelle les uns ne sont pas utilisés comme des outils ou des instruments par les autres. C'est son anti-utilitarisme fondamental. C'est-à-dire une société dans laquelle, oui, il y a des gens plus riches que d'autres, mais le fait que des gens soient plus riches que d'autres profite aussi à ceux qui sont moins bien pourvus. Donc tout le monde est gagnant. Mais pas de société comme celle dans laquelle on vit aujourd'hui, où l'enrichissement des uns se traduit par l'appauvrissement des autres. Et ça, c'est une idée très très importante, à mon avis, plus féconde que celle de non-domination. Et avec une précision, c'est que vraiment, pour Rawls, les inégalités les plus hautes ne sont pas justifiées. Elles ne sont légitimes que dans la mesure où elles bénéficient aux autres. S'il n'y a pas une défense de l'inégalité, il y a simplement une manière de dire on la tolère si elle bénéficie aux plus défavorisés. Bonsoir. J'ai deux questions. Je ne vois pas du tout le rapport entre les deux, mais je les pose quand même. Et une question plutôt pour M. Spitz. Dans la lecture que vous faites de l'histoire américaine, qui est absolument passionnante et passionnée, on repère bien, par exemple, un certain nombre de traits qui permettent de définir Trump au-delà de son caractère, spectaculaire, on va dire. Oui, un républicain dans le. Oui, c'est ça, paradoxalement. Moi, ma question, elle porterait justement sur les Clinton. C'est-à-dire, est-ce que finalement, on n'a pas chez les Clinton une espèce de pour les lecteurs américains, une identification des Clinton justement à l'État fédéral, et en même temps un discours qui était moyennement favorable à certains droits sociaux, enfin, y compris et Obama également. Mais quand on regarde, quand je dis les Clinton, parce que je pense aussi à Bill, qui a été aussi une politique très favorable à la nouvelle oligarchie, c'est-à-dire l'ultra-capitalisme de la côte ouest, c'est-à-dire Apple, Amazon, etc. Et j'ai une question pour M. Savidan, qui est vraiment une question d'éclaircissement, parce que vous évoquez à un moment dans votre exposé la question du bien commun, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une neutralité axiologique de l'État social dans sa définition de la justice. On vient d'évoquer le bien commun à propos de la notion de réciprocité chez Rawls, mais quand on lit l'ouvrage de Sandel à partir de ses conférences sur la justice, lui développe une certaine forme de critique du kantisme de Rawls, et invoque Aristote en disant justement qu'il y a une nécessité de reconstruire une éthique qui, quelque part, surplombe les choix que nous faisons en matière de politique de justice sociale. Donc ma question, c'est quoi le bien commun et c'est quoi le bien commun dans la définition des politiques publiques sociales, par exemple, en France aujourd'hui. Je pense à des débats sur le revenu universel, mais aussi tout ce qui se passe autour d'un certain nombre de nouveaux droits de reconnaissance sur le genre, etc. D'accord, merci. Je commence. Sur l'histoire américaine, oui, c'est spectaculaire, hein, l'affrontement Trump-Clinton. Comment dire, c'est le énième acte de l'affrontement entre l'Empire et la République, ou plus exactement entre la République et l'Empire. Chez Trump, il y a un fond qui remonte
c'est l'indépendance des individus par rapport à l'État central, c'est l'idée d'autonomie, c'est l'idée de chacun va mener ses affaires pour lui-même, c'est l'idée de diminution de cette législation très pesante, de toutes ces interdictions que l'État fédéral impose. C'est une constante dans l'histoire américaine, il y a un retour du refoulé qui est constant. Bon, alors qui se mêle aussi, c'est très étonnant, parce que ça se mêle avec des idéologies néolibérales. Ça vient se mêler avec des idéologies très favorables au marché, qui étaient alors, elles, totalement étrangères au républicanisme primitif. Donc il y a une sorte d'hybridation qui se fait, qui est très étrange. Quant au Clinton, c'est l'incarnation même de la République impériale, c'est-à-dire l'incarnation même de l'action centralisée de l'État au service des grandes entreprises, avec cette idée que derrière un mur de droits égaux, tout le monde a sa chance. Voilà, avec évidemment une nuance qui est plus ou moins sociale et de moins en moins sociale, ce qui donne aux adversaires de cette forme de régulation collective l'idée que ces gens ont trop de pouvoir. C'est Clinton qui a coupé dans des programmes sociaux de façon massive. Bon, ils ont trop de pouvoir et on ne peut pas les empêcher. On leur donne les clés de la maison, ils font ce qu'ils veulent. Et donc c'est l'idée que ces droits sociaux sont précaires. Et ça alimente le Trumpisme. On n'est pas à l'abri de ces gens-là, quoi. Ils sont trop intéressés. Enfin, je parle des Clinton. Alors, sur la question que vous me posez, je me sens très très concerné parce que je travaille sur Rawls, j'ai traduit Sandel et je suis en train de terminer en tous les cas de préparer la traduction de On the People's Terms de Philippe Petit. En fait, mon sentiment, c'est que Sandel, il y a une histoire du débat entre Sandel et Rawls qui n'a pas été facile non plus à mener pour Sandel parce qu'il est très rapidement, particulièrement en France, été caractérisé comme communautarien. Il a fallu qu'il se défende d'un certain nombre d'accusations de ce point de vue-là. Mais inversement, il a été lui-même, je crois, assez injuste avec Rawls sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il a eu tendance à accuser le trait et à l'opposition. C'est-à-dire que très clairement, il y a aussi une notion du bien chez Rawls. Si on lit toute la troisième partie de la théorie de la justice, on voit bien, ou si on lit la théorie de la justice à partir de la troisième partie, on voit bien qu'il y a très clairement chez Rawls, même s'il y a des formules autour de la question de la neutralité, de l'impartialité, etc., qui peuvent conduire à parler d'un kantisme de Rawls, et lui-même l'envisager dans ces termes, très clairement, il y a une dimension d'éthicité forte dans la philosophie politique de Rawls et dans sa conception de la justice. Après, sachant que, ayant dit cela, je crois que Sandel a raison de dire qu'on a besoin d'avoir une conception plus déterminée du bien pour se mettre en capacité de se mobiliser collectivement autour d'enjeux sociaux qui sont extrêmement exigeants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire ce qu'il faudrait sur le plan environnemental, faire ce qu'il faudrait sur le plan de ce qu'on a appelé la solidarité froide, c'est-à-dire celle qui nous rapproche de gens avec lesquels on n'a pas forcément de rapport direct, par opposition à la solidarité chaude qui serait dans le cadre des affinités électives, en quelque sorte la famille et autres. C'est tellement exigeant ce qu'il faudrait faire qu'on a besoin d'avoir une vision à peu près claire et substantielle des objectifs qu'on se pose. Et la question est vraiment de parvenir à intégrer ces considérations éthiques pour pouvoir les prendre au sérieux dans la délibération politique et pouvoir à partir de là définir très clairement les objectifs qu'on va se donner comme importants. Et là, aujourd'hui, on est très clairement en France, alors que c'était un pays qui avait quand même la possibilité, la capacité de s'appuyer, la chance de pouvoir s'appuyer sur une conception très forte de l'État social. Quand on observe la vitesse à laquelle les choses sont en train de se dégrader, c'est extrêmement alarmant. C'est-à-dire que moi, ça fait vraiment une vingtaine d'années que je travaille sur ces questions-là d'inégalité, de solidarité, et en l'espace, c'est la crise de 2008, 2009 qui a vraiment accéléré le processus. Avant, on avait un processus un peu contracyclique, en quelque sorte, il y avait des moments de défiance à l'égard de l'État, mais d'une certaine façon, ça revenait très régulièrement. Aujourd'hui, les gens ont à la fois conscience que l'État social a assez bien protégé, joué son rôle d'amortisseur pendant la crise de 2008-2009, et ça ne les empêche pas, dans le même temps, de dire que néanmoins, il faut désormais en faire moins sur ce plan-là. Et ça, je crois que c'est extrêmement inquiétant et c'est tout simplement lié au fait qu'il y a une crise de légitimité sans précédent de l'État social aujourd'hui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose justement sur cette crise de légitimité de l'État social ? Il y a deux choses qui me semblent très importantes pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui et comment dire
la forme de désaffection de la population en France pour un État social fort. Parce qu'il y a un dispositif fiscal absolument délibéré qui est le suivant, c'est-à-dire les grandes fortunes échappent à l'impôt, largement, c'est-à-dire les plus gros revenus échappent à l'impôt. L'impôt se concentre sur les classes moyennes, c'est une politique délibérée. C'est-à-dire plus l'impôt se concentre sur une classe de gens qui ont des revenus relativement faibles au regard des gens les plus riches, plus ils trouvent ce fardeau insupportable, et en plus c'est injuste, parce qu'il n'est pas supporté par la partie la plus riche. Donc c'est une politique délibérée, on peut dire qu'on lutte contre la fraude fiscale, c'est faux. On ne lutte pas contre la fraude fiscale, on l'encourage de façon à faire porter aux classes moyennes la charge de l'impôt et de façon à ce que les classes moyennes réagissent en disant on ne veut plus payer d'impôts, on ne veut plus payer pour l'État social. Et la deuxième chose, c'est que l'État social a été construit sur un principe de réciprocité. C'est-à-dire chacun est payeur, mais comprend qu'il peut être bénéficiaire un jour. Mais aujourd'hui, l'État social devient un bien quasiment rival. C'est-à-dire, chacun a l'impression qu'il y a des bénéficiaires permanents et des contributeurs permanents. Et à partir du moment où il y a des bénéficiaires permanents et des contributeurs permanents, le système dysfonctionne. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Il y a une classe qui a été créée à cause du chômage de masse, à cause des politiques néolibérales. Il y a une classe de bénéficiaires permanents. Il y a aussi une classe de contributeurs permanents, des gens qui sont à l'intérieur du salariat protégé. Et bon, donc ça crée un problème de désaffection qui est très clair. Et toutes les mesures qui mettent de la conditionnalité dans les aides, par exemple toute la discussion qui a pu avoir lieu autour des allocations familiales, tout ça c'est une catastrophe en fait, parce que tout simplement ça fait basculer les gens encore plus dans ce sentiment qu'il y a des personnes qui profitent du système et puis d'autres qui sont tout simplement la vache à lait du système en lui-même. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Ouais. Mais ça, ce sont des politiques. Oui. Comment dire ? Par exemple, la fiscalité. C'est politique contre lesquelles nous devons absolument voter. On a la possibilité de le faire. Il y avait aussi toute une série de mesures pour montrer justement cette dimension politique qui vont dans le sens de l'individualisation. On a eu la crise de l'État-providence, c'est les années 70-75, c'est-à-dire à un moment où le système social n'était pas armé pour faire face aux nouvelles formes de pauvreté, le niveau de chômage sans précédent qui commençait à se constituer. Mais au lieu de chercher à adapter le système à ce moment-là, ce qu'on a commencé à dire, c'est qu'il y a une crise de l'État-providence, crise financière, crise de légitimité, etc. Et on a commencé à parler, à dire des choses qui peuvent sembler de bon sens dans certains égards, qui consistent à dire on a moins de ressources à redistribuer, donc il faut la concentrer sur les personnes qui en ont le plus besoin. C'est une trahison du principe, voilà. Le passage de l'assurance à l'assistance. Voilà. Et ça, c'était une erreur fondamentale. Et donc, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, on a eu toute une série d'intellectuels, d'historiens, qui ont été influencés notamment par l'idée selon laquelle nous serions dans une période de plus grande individualisation, que les trajectoires de chacun sont de plus en plus singulières et que donc l'État social doit individualiser ses modes d'intervention. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une sorte de politique d'aide sociale qui soit parfaitement adaptée à l'individu. Mais ça a été une erreur massive précisément parce que ça a eu des effets non seulement il y a eu les problèmes de seuil, mais il y a aussi des oppositions fortes qui se sont faites. Les gens ont eu le sentiment de ne plus être pris en considération en tant qu'ils appartiennent à des groupes vulnérables. Or, ça reste un problème majeur dans la société française. Excusez-moi, il y a une question au fond de la salle. Bonsoir. Merci pour vos interventions. Je les trouve très, très riches, très étayées. Ma question, elle porte sur le moment où se cristallise la fondation de la République ou de la démocratie aux États-Unis. Je voulais savoir, au regard de toutes les guerres que mènent les USA et du génocide amérindien, je voulais savoir quel moment historique fonde chez eux la République. Comment ça, quel moment historique ? Oui. À quel moment on se dit là-bas, ah ben c'est bon, maintenant on est une république ou une démocratie, alors qu'on n'arrête pas de tuer. Ah, c'est intéressant parce que, comment dire, l'idéologie républicaine, c'est-à-dire l'idéologie qui animait ces gens installés aux États-Unis et qui étaient venus par désir d'indépendance, comportait le génocide. C'est-à-dire comportait l'idée que les terres sont vierges.
Elles sont vierges parce que précisément, elles ne sont pas cultivées. Ce qui confère le droit à une terre, c'est le fait de la travailler. Or, les tribus indiennes ne sont pas des tribus agricoles, elles ne mettent pas la terre en culture, elles la gaspillent, elles n'ont pas de droit. Et donc, on peut les saisir arbitrairement. Ça, c'est une idéologie classique républicaine. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que lorsque l'Empire britannique a cherché, par exemple, à dire aux colons, attention, vous pouvez vous procurer des terres, vous pouvez étendre vos possessions à l'ouest, mais il faut les acheter aux tribus indiennes, qui sont des gens comme vous, des individus, des sujets de l'Empire, ils ont les mêmes droits. Les colons ont dit, comment ? Mais il n'en est pas question. Un traité passé avec une tribu indienne n'est pas un traité passé avec des individus humains. Nous sommes des individus indépendants. Ce qui nous magnifie, ce qui nous glorifie, c'est deux choses. C'est notre travail et c'est notre croyance en Dieu. Eux, ils ne travaillent pas, ils ne croient pas en Dieu. Ce ne sont pas des êtres humains. On ne peut pas traiter avec eux. C'est une méconnaissance de l'universel humain. Et c'est une composante républicaine, ça. C'est une composante républicaine. L'esclavage est une composante républicaine. Le maître a des esclaves. Comme vous le savez, lorsque l'Empire britannique a aboli l'esclavage, il a dit aux Américains, bon, on comprend bien que vous ne pouvez pas survivre économiquement sans cette institution. Donc on vous laisse posséder, entre guillemets, des esclaves. Mais notez bien que l'esclavage n'est pas de droit. C'est une tolérance que l'Empire britannique vous accorde. Les colons américains ont dit, comment ? Quelle horreur ! L'esclavage est un droit. C'est-à-dire que les esclaves noirs sont une propriété. Vous ne pouvez pas nous en priver, comme vous ne pouvez pas nous priver de nos terres. Ce serait une atteinte à nos libertés personnelles, car notre propriété, notre droit de propriété s'étend sur ces personnes. Et nous avons un droit natif, naturel de propriété, qui n'est pas un droit concédé par l'État, c'est un droit naturel, y compris sur nos esclaves. L'Empire britannique disait, non, vous n'avez pas de droit naturel, vous avez des droits concédés, et on peut vous les enlever sur vos terres et sur vos esclaves. L'idéologie républicaine consistait à dire non, il y a un droit naturel de propriété. Naturel. Car c'est un droit auquel nous avons un droit fondamental, car c'est le fondement de notre indépendance. Et la domination sur nos esclaves, sur nos femmes et sur les tribus indiennes, c'est le fondement de notre indépendance. Si vous nous enlevez ça, vous nous réduisez à l'état servile. Vous savez, le sous-titre de la case de l'oncle Tom, c'était « That man that was a thing ». Cet homme qui était une chose. Mais c'est intéressant de constater que, la justification de l'institution servile est une partie intégrante d'une certaine idéologie républicaine. C'est intéressant de le constater quand même. D'une certaine, oui. Mais c'est intéressant de le savoir, quoi. Que c'est quelque chose de consubstantiel à l'idéologie de l'indépendance. Pas en France, non, mais dans ce contexte-là, oui. Bonsoir. Et dans d'autres aussi. Hein. Alors, bonsoir. Ma question s'adresse à celui d'entre vous qui pourra y répondre. Je m'excuse d'avance parce qu'elle paraîtra naïve. J'avoue humblement que je n'ai pas lu Philippe Petit, donc j'essaie simplement d'en comprendre la nouveauté. Et je pense qu'on vient aussi à Cité Philo pour s'informer et puis peut-être avoir envie de s'intéresser à des auteurs qu'on ne connaît pas. Donc, voilà. Sur la catégorie de non-domination, j'ai été très sensible au fait justement que vous sortiez un peu de l'incantatoire autour duquel on est sans cesse renvoyé dans ce genre de catégorie parce que tout le monde sait que c'est pas bien de dominer les autres, il faut pas dominer, il faut plus d'égalité, il faut plus de droits sociaux, il faut plus... Bon, mais on risque toujours je vais pas dire l'angélisme ou le moralisme, l'incantatoire, et on sait pas trop concrètement... bon. Et notamment, vous disiez, la non-domination, après tout, on pourrait se demander si elle peut être universalisable, parce qu'il y a toujours des dominants, des dominés, et on ne sort jamais d'un vieux débat qui finalement s'ancre depuis des décennies entre le socialisme, le libéralisme, à qui est-ce qu'on donne finalement le plus de droits et qui va le plus dominer finalement. Et moi, j'aimerais savoir justement dans quelle mesure Philippe Petit est nouveau par rapport à ce vieux débat, parce que on a l'impression quand même à vous écouter qu'on
qu'on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, soit d'un côté, une domination économique qui sera avantagée, soit une domination étatique, avec toujours le spectre de l'étatisme. Voilà, c'est toujours le vieux débat entre le libéralisme capitaliste, les États-Unis, puis en gros l'URSS, quoi. Et puis on est renvoyé de l'un à l'autre. Je veux bien répondre. Je crois que je préférerais éviter de cataloguer Petite comme quelqu'un qui pense en termes de dominant et dominé. Je pense que ce n'est pas du tout son idée. Son idée, elle est un peu plus complexe et puis aussi un peu plus robuste. C'est-à-dire, lorsque nous avons des relations les uns avec les autres dans une société, ce qui se passe, c'est que moi, j'agis, mais très souvent, je suis amené à me conduire comme aux échecs, si on veut. Je déplace un pion parce que vous avez fait un mouvement, donc je ne peux pas faire autrement que de réagir en agissant d'une manière qui, c'est pas ce que je voudrais faire, mais je suis bien obligé. Donc il y a une forme de contrainte, c'est-à-dire vous agissez dans votre intérêt, qui est de gagner la partie, et moi je subis. Si en particulier si votre position est plus forte, vous me contraignez à une défensive, vous me contraignez à agir d'une façon qui est dans votre intérêt, d'une certaine façon. Par exemple, si je suis un salarié et que vous me proposez un salaire, vous me contraignez à accepter un salaire qui est faible parce que j'ai pas le choix, tout simplement. Donc ce sont ces rapports-là, si on veut, que Petit appelle des rapports de domination. Et lui, il pense, c'est le fond de sa pensée, qu'on pourrait essayer de construire une société dans laquelle ce type de rapport de domination disparaîtrait. Un des exemples majeurs qu'il chérit, c'est celui de la domination à l'intérieur de la famille. C'est vrai qu'on a énormément progressé de ce point de vue-là. Si vous vous reportez au XIXe siècle, l'épouse est complètement dépendante de son mari. Par exemple, elle ne peut pas passer d'actes notariés, elle ne peut pas vendre une propriété sans l'accord de son mari. Ceci n'existe plus, elle n'est plus exposée. Un de ces exemples, c'est la pièce, je ne me souviens plus de son nom, je suis un peu fatigué, la pièce nordique. Ibsen, oui. La maison de Dora. Voilà. Donc c'est où l'épouse est effectivement totalement soumise à son mari. Donc c'est ce type de relations qui sont des relations de domination qu'il appelle arbitraires. C'est-à-dire, moi j'agis, je suis agi par quelqu'un d'autre qui agit dans son intérêt et me prend comme instrument dans son plan d'action. Et il pense que ça, c'est un mal suprême, c'est quelque chose qui détruit la liberté des individus, et c'est vrai, mais il pense que c'est totalement guérissable. C'est-à-dire, il pense qu'on pourrait former une société dans laquelle cette domination-là aurait complètement disparu. À mon avis, c'est pour ça que j'ai un peu développé cette critique, je pense que c'est un peu une chimère, c'est-à-dire que c'est difficile de combiner ce type de fantasme d'indépendance, échapper totalement dans mon existence au fait que je suis agi par ce que d'autres font, et puis bénéficier d'une société de marché, je pense que ce n'est pas totalement compatible. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'expliquer qu'il y a des formes de pouvoir que nous acceptons, nous essayons aussi de les limiter, et je pense qu'une partie de notre vie démocratique doit consister à réfléchir à des questions du type. L'arbitraire, il existe. C'est-à-dire, nous sommes assujettis à des relations dans lesquelles l'arbitraire est présent. Il y a des formes d'arbitraire que je ne veux pas subir. Par exemple, les femmes ne doivent pas subir ce type d'arbitraire. Elles doivent jouir d'une équivalence complète en termes de droits. Ça, c'est absolument clair. C'est-à-dire une société dans laquelle l'arbitraire du mari sur la femme existe est inacceptable. D'autres formes d'arbitraire ont, des aspects positifs. Le marché libère, d'une certaine façon. Le marché libère, le marché comporte des possibilités, des potentialités qui n'existent pas là où le marché n'existe pas. Donc vous bloquez le marché pour empêcher l'action arbitraire de quelqu'un d'autre sur vous, mais vous perdez d'autres formes de liberté. Donc une partie de la vie démocratique, ça consiste non pas à maximiser la non-domination, parce que ça c'est une chimère, mais à réfléchir à quel type d'intervention arbitraire dans notre existence nous tolérons en raison des avantages potentiels que cela comporte dans notre existence. Et ça, c'est quelque chose qui évolue tous les jours. C'est-à-dire, d'abord, il y a de formes nouvelles de domination qui surgissent, et puis on découvre des effets qu'elle n'avait pas auparavant. Une domination qui est tolérable lorsqu'elle est exercée par une puissance économique relativement faible devient intolérable. C'est exercée par une puissance économique plus forte. À ce moment-là, il faut la limiter. Elle devient peut-être plus productive, mais aussi plus nocive, par exemple pour la nature ou pour d'autres domaines. Donc ça c'est la vie d'une démocratie. Mais évidemment, pour ça, il faut avoir un État réellement démocratique dans lequel vous pouvez avoir un peuple qui est capable de prendre des décisions sur des questions de ce genre. Et ça, c'est pas facile à avoir. Mais c'est bien ça qu'on doit essayer de promouvoir, plutôt que des formes de non-domination qui sont un peu chimériques.
Juste en complément sur ce point, il y a quand même un aspect chez Petit qui est très intéressant aussi, c'est le fait qu'il ait beaucoup insisté sur ce point. Le problème, ce n'est pas simplement la domination, c'est aussi la possibilité de la domination. C'est le fait de pouvoir être soumis à la domination qui a des effets même si je ne subis pas de domination effective. Parce que tout simplement, j'intègre le fait qu'il y a cette possibilité et cette possibilité-là fait que je vais agir d'une certaine manière par des mécanismes de déférence et autres qui vont me conduire. Et ça, c'est assez intéressant dans sa dimension explicative de certaines façons dont les choses peuvent se passer, par exemple notamment sur le marché du travail. Et puis l'autre aspect qui est intéressant, c'est l'insistance qui est la sienne sur le fait qu'on ne peut pas se libérer tout seul de la domination. Par exemple, et c'est sur l'exemple des femmes qu'il est particulièrement convaincant, c'est-à-dire qu'on peut très très bien imaginer qu'il puisse y avoir différentes formes d'émancipation pour les femmes. Mais l'émancipation ne sera véritablement complète que si toutes les femmes en tant que femmes sont émancipées. Donc il y a de ce point de vue-là la nécessité d'envisager le travail de correction des injustices comme un travail sur des injustices qui sont des injustices structurelles. Et ça, je crois que c'est un aspect qui est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Oui, avec un aspect de notoriété publique. Il faut que ça rentre dans l'éthos commun, que ces personnes ne sont pas vulnérables à ce type d'action. Oui, je voulais vous demander, enfin, j'ai le sentiment qu'il y a effectivement une élite ou un petit nombre de personnes qui sont en position de domination, qui sont très favorisées et qui nous incitent à renoncer à notre citoyenneté ou à nous engager dans une compétition individuelle de tous contre tous, une sorte de guerre de tous contre tous. Et pour moi, c'est vraiment suicidaire. Et je constate que la cohésion sociale est beaucoup moins forte aujourd'hui qu'il y a quelques années. Le sentiment d'avoir des responsabilités collectives en tant que citoyen, chaque citoyen a une part de responsabilité collective, mais ça aussi j'ai l'impression que c'est en recul. Et alors je me demandais, mais comment promouvoir en fait à nouveau le sentiment d'appartenance à une même communauté politique, à une communauté qui a des intérêts communs à défendre, à promouvoir, pour vivre mieux, parce que j'ai le sentiment qu'une société plus démocratique, plus juste, plus égalitaire, en fait, serait bénéfique au plus grand nombre, alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui sont vraiment en situation d'exclusion très très dominée et en situation vraiment d'exclusion et qui n'ont même plus accès aux droits fondamentaux. Je crois que le problème, en fait, il est complexe aussi parce que on n'est pas dans un schéma simple où il y aurait un groupe relativement réduit d'individus qui exercent une domination sur l'ensemble de la société. Ces choses-là sont beaucoup plus diffuses. C'est-à-dire et ça, Tocqueville, il a été assez bon lorsqu'il a expliqué le développement de la concurrence, en fait. Ça, c'est un développement qui se produit à tous les niveaux de la société. Et le problème, c'est qu'on est en constante lutte parce qu'on regarde d'un côté sur la position du dessus à l'égard de laquelle on a un certain nombre d'aspirations, et pas forcément en termes de richesse, parfois c'est vraiment juste en termes de sécurisation. Et puis par ailleurs, on se méfie de ceux d'en bas dont on voit bien qu'ils lorgnent vers notre position et qui font pression. Donc il y a une sorte de tension généralisée qui traverse tout le corps social. Et ça, c'est véritablement problématique, et c'est, je crois, lié tout simplement au sentiment qu'il n'y a plus de solution collective envisageable. C'est une sorte de privatisation de la sécurité en tant que bien. La sécurité où le statut devient un bien privé. C'est quelque chose qui est un bien rival et exclusif. Et donc on essaye d'expulser les autres de cette position-là, précisément parce qu'on est toujours en recherche de sécurité. C'est ça la difficulté. Robert Castel a été assez intéressant dans son analyse de la montée des incertitudes négatives, je crois. Précisément, et ça rejoint ce que vous dites. Je crois qu'on va prendre une dernière question, si on doit respecter ajouter juste un point là-dessus. C'est-à-dire, l'action collective, elle est conditionnée aussi par le fait qu'on vit dans une société qui a connu un processus de différenciation très très important depuis 50 ans. C'est-à-dire en 1950, en 1960, des classes de gens dont les situations étaient rigoureusement semblables. Et donc, vous pouvez reconnaître des classes de vulnérabilité. Ce qui touche monsieur, ça me touche moi aussi, parce que sa situation est la même. Mais ça a énormément changé, à cause de la fragmentation des situations. C'est-à-dire, on a l'impression que, oui, ça les touche, mais moi, ça ne me touche pas, je ne suis pas dans la même situation.
Autrement dit, les classes se sont tellement diverses, les classes de vulnérabilité, si on veut, les classes de gens qui peuvent être touchés par des formes de domination ont éclaté, en sorte que les gens ont beaucoup moins le sentiment que ce qui touche les autres pourrait les toucher aussi. Et pourtant, c'est la condition d'une action collective. C'est ça, c'est un des problèmes. Cette différenciation de la société, c'est aussi un effet de la globalisation, de la révolution technologique. Il y a toutes sortes de facteurs qui agissent dans ce sens. Mais c'est un des problèmes qui rendent l'action collective compliquée pour ça. On est tous victimes de la plutocratie, on a du mal à le reconnaître. Et certains pensent qu'ils sont moins victimes que d'autres et deviennent les alliés de la plutocratie. Donc une toute dernière question et une réponse peut-être rapide pour qu'on termine à l'heure. Bonsoir, c'était par rapport au contexte international. Est-ce qu'on peut considérer que dans les sociétés occidentales, nos droits politiques ils dépendent aussi en partie de l'oppression des peuples du tiers-monde, par exemple, avec... S'il y a beaucoup de pays en Afrique comme la République de Centrafrique ou du Congo et qui s'inspirent de notre modèle, mais que pourtant par rapport à ce que vous appelez la plutocratie, on empêche le développement de leur régime politique pour favoriser le fait que nos sociétés à nous et même, si on a l'impression de perdre nos droits de citoyenneté, on puisse continuer à vivre comme on vit aujourd'hui. C'est une forme majeure de ce que Patrick Savida appelait l'externalisation. Il y a eu une affaire célèbre aux États-Unis, une note d'un fonctionnaire très élevé au ministère des Affaires étrangères qui préconisait le transfert d'un dépôt de déchets nucléaires dans un pays sous-développé. Donc on externalise des inconvénients, tout simplement, sous cette forme, mais aussi sous plein d'autres, bien sûr. C'est clair que une bonne part de la richesse qui est la nôtre, de la sécurité qui est la nôtre, se nourrit de l'insécurité, de l'instabilité, de la paupérisation ou du paupérisme dans ces pays-là, c'est clair. Il y a un philosophe très intéressant sur ces questions-là qui s'appelle Thomas Pogge, qui a vraiment travaillé sur précisément la dimension structurelle des mécanismes qui fait que le Sud reste Sud du point de vue de la richesse, c'est-à-dire en voie de développement, comme on dit de manière un peu euphémisée, et que les pays du Nord continuent de s'enrichir. C'est les règles de l'Organisation mondiale du commerce qui renforcent la pauvreté des pays les plus pauvres. C'est clair. Ça, on peut le démontrer de manière assez nette. Pas une bonne nouvelle, mais c'est comme ça. Bon, mais je crois qu'on va lever la séance en quelque sorte. Je vous remercie. Merci.